L'histoire commence par un coup de tonnerre, un éclair brillant et un champ jonché de grands héros tombés au combat. Les corps des morts et les corps des loups humanoïdes gisaient partout, couverts de saleté et de traces d'une dure bataille. Le monde est détruit, et les camarades avec lesquels Scott a combattu aux côtés d'eux, au péril de leur vie, sont 10 grands chevaliers qui ont défendu le continent. Ils ont dépensé tout leur mana et leur énergie vitale pour se retrouver avec seulement des terres polluées, débordantes uniquement de morts. Un homme avec une hache à 2 mains avançait avec confiance, malgré la terrible fatigue et la perte d'amis. Il regarda autour de lui, ne voyant que les corps tombés et immobilisés des alliés et des ennemis, illuminés par la foudre. Ce qui s'est passé aujourd'hui est une tragédie causée par les actions d'un seul salaud qui ne connaît aucune pitié. Soudain, le corps d'un des camarades fut écrasé par l'énorme patte griffue d'une bête humanoïde. Les yeux du lion, sentant le craquement des os sous sa patte, s'illuminèrent et son sourire acquit l'apparence d'un sourire effrayant. Ce monstre, démonique beast King Leon, était d'une taille incroyablement énorme par rapport à un humain. Il se tourna immédiatement vers l'homme à la hache, reconnaissant sa force, notant qu'il était un peu petit pour un adversaire digne de ce nom. Le discours du monstre ressemblait davantage à un rugissement d'animal lorsqu'il disait qu'un homme ne serait pas capable de tendre la main et de se suicider. Cependant, le guerrier ne prêta aucune attention à ces paroles, concentrant sa puissance dans l'arme, qui prit une teinte rouge. Il y avait peu de force, mais il fallait maintenant mener l'attaque finale et mettre fin à cette bataille qui a conduit à tout cela. Sans répondre à Léon, Scott rassembla ses dernières forces et, poussant du sol, leva la hache au-dessus de sa tête. Avec un grand cri, il commença à baisser l'arme, visant le visage du monstre, mais rencontra immédiatement un obstacle sous la forme de sa main. Le roi des bêtes démoniaques a seulement ri bruyamment, bloquant l'attaque, disant que c'était inutile, il devrait abandonner. Cependant, l'homme n'a même pas pensé à abandonner, a juré haut et fort et a crié frénétiquement à son adversaire de se taire. Le guerrier décida d'utiliser la technique de l'éclair pour achever la bête, lui prouvant qu'il ne fallait pas la sous-estimer. Cette technique suffisait à couper le monstre en deux et avoir le temps de dire qu'il faisait beaucoup de bruit. Tandis que l'homme tombait au sol, la main de Léon s'envola lentement et le monstre lui-même ne comprit pas ce qui s'était passé. Une seconde plus tard, alors que la foudre avait complètement disparu, une explosion assourdissante se fit entendre, achevant la bête sûre d'elle. Le guerrier ensanglanté sourit, se réjouissant de sa victoire et du fait que tout était enfin calme et calme. Il s'agenouilla, appuyé sur sa hache, pensant que lui aussi allait bientôt mourir, malgré la victoire. L'homme toucha son ventre, auquel était attachée une pierre contenant du mana, ce qui ne suffisait pas. En colère, le guerrier dit cela à voix haute, se demandant si sa vie avait mal tourné dès le début. Il s'est immédiatement souvenu de lui-même lorsqu'il était enfant, regardant ses petites mains avec surprise. Seuls les chevaliers et aristocrates célèbres apprennent les méthodes d'entraînement au mana, mais ils ne disposaient que d'essais et d'erreurs. Celui qu'ils appelaient Scott s'était consacré à un entraînement persistant et dur depuis son enfance. Lorsque le gars a atteint les sommets de la chevalerie, il croyait que tous les problèmes banals étaient désormais derrière lui. Mais était-ce le cas? Il est rempli de regrets, car si Scott avait commencé l'entraînement au mana avec les bonnes méthodes, il aurait alors pu protéger le continent. Le guerrier connaissait le niveau de sa force et était sûr de pouvoir protéger absolument tout le monde. Mais maintenant, devant ses yeux, il n'y avait qu'une ville en feu. Avec sa main ensanglantée, il toucha à nouveau son ventre, réalisant que sa réserve de mana était complètement épuisée et n'était plus active. L'homme pensa à son adversaire Gluttony, qui possédait un pouvoir incroyable, capable de tuer des milliers de chevaliers. Une goutte de sueur coula sur son front lorsqu'il réalisa que ce démon n'était que le capitaine du 7e corps d'armée. Le guerrier se tendit en pensant à la force des autres capitaines des armées démoniaques des bêtes. Le gars était toujours accroupi, la tête baissée, ses dernières pensées n'étaient que la victoire et la mort imminente. Soudain, une voix familière l'appela, et il se retourna avec surprise pour apprendre que quelqu'un était encore en vie. Il a été approché par l'empereur de l'épée Esgard, qui respirait fort à cause de ses blessures, et lui a demandé si le gars était toujours en vie. Un homme âgé aux cheveux gris et à la barbe toussa, disant qu'il était déjà en train de mourir et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Cependant, le maître souhaitait réaliser son dernier souhait et déclara qu'avant de partir dans un autre monde, il souhaitait lui poser une question. Retirant le bras coupé de la bête, Esgard demanda pourquoi elle ne s'était pas enfuie du champ de bataille pour sauver sa vie. N'ayant entendu aucune réponse, il a ajouté qu'il avait entendu dire que cet homme était né dans la pauvreté et qu'il n'y avait-il pas quelque chose qu'il devait protéger? Le vieil homme ne s'est pas calmé
et a continué à exprimer ses pensées selon lesquelles le gars souffrait probablement depuis longtemps. Scott a répondu qu'il était très curieux de savoir de quoi parlent les personnes âgées avant de mourir, mais cela l'a déçu. Le type dit alors que c'était dommage, ce qui surprit le maître des épées, qui regarda le jeune guerrier avec surprise. Avec ses dernières forces, le gars a crié qu'il n'aimait pas avoir l'air faible, quel que soit son statut et sa position dans la société. Le gars croyait qu'un vrai homme devait garder la tête haute et que la désertion n'était pas une option. Un grand rire surnaturel retentit à travers le champ mort qui appartenait à Esgard, qui riait d'une telle réponse. Insatisfait, Scott tourna la tête vers l'homme, remarquant qu'il avait encore la force de rire. Le vieil homme a dit que le gars l'avait convaincu et qu'il croirait en son talent, car la fierté l'avait aidé à devenir l'un des 10 grands chevaliers. Puis l'homme a souri et a dit d'une voix sérieuse que lorsque le gars reviendrait, il le retrouverait le plus rapidement possible. Ces mots étaient complètement absurdes, et Scott essaya de demander comment comprendre cela, regardant le maître avec surprise. Cependant, Esgard a continué à dire qu'il ne le croirait pas s'il venait simplement à lui. Il devait donc se souvenir d'un de ses secrets. Enlevant la bague de son doigt, le maître a raconté que sa fille à naître s'appelait Lily, en l'honneur de sa fleur préférée et de celle de sa femme. Soudain, Scott fut entouré d'énergie bleue, ce qui le surprit beaucoup, ne comprenant pas du tout ce qui se passait. Fermant les yeux, le vieil homme dit qu'il n'aimait pas vraiment cette fleur, mais que c'était la partie la plus importante du secret. Les derniers mots d'Esgard furent pour que le guerrier le retrouve le plus rapidement possible, après quoi il se tut. Abasourdi, Scott essaya de savoir auprès du vieil homme ce qu'il faisait. Mais il sentit qu'il était attiré quelque part. Il se rendit compte qu'il commençait à perdre connaissance, et ses pensées étaient un peu confuses. Il ne se demandait qu'une chose, s'il était mort. Scott ouvrit lentement les yeux. Il ressentit de la douleur dans tout son corps, et son visage était complètement couvert de bleu. Il regarda autour de lui et pensa que cela lui semblait familier. Et comme le gars avait décidé qu'il était déjà mort, tout cela ressemblait à un rêve. Tournant la tête et voyant une personne familière, il pensa que même après la mort, il devrait revoir ce rêve. Il lui semblait qu'il regardait son passé douloureux, dans lequel il avait vu la mort de sa sœur et le vol de son cadavre. Quand Scott était enfant et quand sa sœur est si morte, ces gars sont entrés par effraction, puis Irina a caché la bague en or. Ces souvenirs ont fait bouillir le gars de colère, mais il a caché la bague, et sa sœur l'a recouverte et a subi des coups. Soudain, 2 hommes ont fait irruption dans la pièce, disant qu'à cause d'elle, le loup avait failli les battre et qu'il devrait lui donner encore quelques coups. L'un des hommes a frappé la chaise sur laquelle était assise la sœur endormie, après quoi il a crié « Comment ose-t-elle dormir ?» Voix 9, dans le corps d'un enfant, a observé cela et s'est rappelé que pendant plusieurs jours il était sur le point de mourir. À cette époque, la sœur ne soignait pas ses blessures et prenait soin de lui tout le temps. C'est pourquoi elle est décédée. La jeune fille est tombée au sol et n'a montré aucun signe de vie, ce qui a surpris les 2 hommes par sa mort, en plaisantant et en s'amusant. Scott montra les dents, car il savait ce qui allait se passer ensuite. Ils réalisèrent qu'elle était morte, mais ils s'en fichaient. Ils prendraient quand même son corps. Les 2 hommes ont saisi le corps sans vie par les bras et l'ont traîné hors de la pièce, tandis que le garçon, immobilisé, ne pouvait rien faire. Pendant ce temps, les bandits se sont arrêtés, réfléchissant à ce qu'il fallait faire du corps de la jeune fille décédée, et ont examiné toutes sortes de pervers et la vente d'organes. Tournant la tête d'une manière ou d'une autre, Scott les regarda, ne voulant pas abandonner. Il cherchait la force de bouger et de protéger sa sœur. Il montra les dents et se tendit, se demandant que dans un rêve lui aussi ne pourrait rien faire en leur donnant sa sœur. Ses dents grinçaient et son corps tremblait. Il ordonnait mentalement à son corps de bouger. Tout cela puait une douleur atroce. Soudain, la main qu'il essayait de bouger brillait d'une énergie bleue, lui donnant le pouvoir de contrôler son corps. Surpris, le gars a examiné sa main, se disant mentalement que tout s'était bien passé et qu'il avait une chance. Il a immédiatement ordonné aux bandits de s'arrêter et s'est précipité sur l'un d'eux qui a attrapé sa sœur par les jambes. L'homme n'a pas eu le temps de réagir et a posé un bloc. C'est pourquoi il a reçu un coup douloureux au ventre, s'envolant contre le mur. Même si le coup fut puissant, il ne parvint pas à assommer le bandit stupéfait. Il se contenta de crier de douleur soudaine. L'homme, sous le choc, tourna son attention vers le garçon, dont le corps et les yeux brillaient d'une énergie bleu vif et le regarda avec colère. Scott montra les dents à ses adversaires tandis que l'un d'eux se levait du sol et que l'autre fléchissait les poings avec colère. Celui qui a été touché le premier s'est mis en colère en demandant au gars s'il était devenu fou à cause de la mort de sa sœur. Sans attendre de réponse, les hommes en colère ont commencé à battre le garçon avec leurs mains et leurs pieds, sans épargner leurs efforts et leurs commentaires.
Sentant une montagne de coups sur lui-même, le gars se tendit seulement de douleur, mais n'osa pas reculer, leur donnant le corps de sa sœur. En regardant le garçon têtu, les bandits sont devenus encore plus en colère, montrant les dents et serrant les poings, brûlant de colère. Le garçon épuisé s'est allongé sur le corps de la jeune fille, l'un des bandits a craché et a commencé à quitter la maison, en suivant son ami. Lorsque les hommes quittèrent la maison, Scott resta un moment à califourchon sur sa sœur, ne voulant pas la laisser partir. Les mains du gars brillaient à nouveau de mana, et il réfléchit avec surprise à ce qui se passait, car avant tout était différent. Il avait fait ce rêve à maintes reprises. Mais maintenant, pour la première fois, la fin était complètement différente. Gelé, Scott essaya de comprendre comment cela s'était produit. Car dans ses rêves et ses souvenirs, il ne pouvait même pas utiliser le mana. Inspectant à nouveau ses mains, il se souvint soudain des paroles du vieil homme qui lui avait demandé de le retrouver à son retour. Le jeune guerrier ne pouvait pas croire qu'Esgard l'avait vraiment ramené dans le passé. Et tout cela se passait en réalité. Et ce n'est que maintenant que j'ai pu réaliser les véritables intentions du maître de l'épée, qui espérait un homme capable de changer l'avenir. Soudain, le gars s'est mis à pleurer, réprimandant le vieil homme de l'avoir envoyé à ce moment précis, alors qu'il aurait pu l'envoyer quelques jours plus tôt. Des émotions fortes et l'utilisation de mana ont amené le gars à cracher du sang et à ressentir de fortes douleurs dans tout son corps. Scott comprenait à quel point son corps était faible et qu'il n'y avait vraiment aucune raison d'être en colère, car il était encore un enfant. L'empereur de l'épée lui-même n'avait pas confiance en sa force. Il n'avait donc pas le droit de lui en vouloir, car il lui avait donné une chance. Le garçon regarda le corps sans vie de la jeune fille, heureux de pouvoir au moins dire au revoir à sa sœur. Après tout, dans une vie antérieure, cette opportunité lui avait été retirée, et il ne pouvait rien faire. Il suffit de regarder comment elle lui avait été retirée. Essuyant ses larmes, il se tourna mentalement vers l'empereur du bal, disant que dès qu'il aurait réglé ce à quoi il devait faire face, il se précipiterait immédiatement pour chercher. Il savait que l'homme qui avait tué sa sœur s'appelait le loup et, dans sa vie passée, il avait eu du mal à s'occuper de lui. Mais il a désormais une excellente occasion de se venger pleinement, quels que soient ses sons à son âge et ses blessures. Cependant, lui et sa sœur devaient d'abord se rendre quelque part pour accomplir leur dernier devoir envers elle. Quelque temps plus tard, Scott se tenait dans le cimetière, sentant un froid désagréable lui parcourir le dos. Le garçon regarda sa sœur, allongée dans un cercueil couvert de fleurs, qui n'était pas son parent par le sang. Tout ce qu'ils avaient en commun, c'était les cheveux foncés, ce qui est très rare sur ce continent. Après tout, le noir est considéré comme la couleur de la malchance. C'est pourquoi beaucoup ont évité et intimidé le garçon sans raison apparente. Cependant, il lui rappelait le frère qu'elle avait perdu. La jeune fille lui donna le nom de Scott et prit soin de lui comme si elle était la sienne. Il était difficile de croire qu'il devrait l'enterrer sans lui rendre tout le bien qu'elle lui avait fait. Plusieurs enfants, 4 filles et un vieil homme se sont rassemblés autour du cercueil pendant que le prêtre lisait une prière pour le défunt. L'une des filles, aux cheveux roux, au lieu de pleurer Erina, regarda Scott attentivement. Cette fille était une amie proche d'Erina. Elle s'appelait Emma, et elle a compris que tout cela était dû à la mort de sa sœur. La jeune fille, comme personne d'autre, a compris l'état de Scott au moment où un de ses proches est décédé. Elle se souvint du moment récent où elle avait trouvé le garçon en train de manger juste devant le corps sans vie d'Erina. Cette photo a choqué au maximum Emma qui, même si elle le voulait, ne pouvait détourner le regard. Elle se demandait seulement où le gars avait trouvé la force de manger devant sa sœur décédée, sans éprouver aucune émotion. Sans élever la voix, Scott mangea silencieusement la nourriture fournie, regardant uniquement devant lui et pensant à quelque chose qui lui était propre. L'ami stupéfait, examinant le garçon, remarqua quelque chose d'inhabituel. Toutes ses blessures avaient tout simplement disparu. Après avoir fini le porridge, le garçon s'est levé, a pris sa sœur dans ses bras et s'est dirigé avec confiance vers la sortie, voulant quitter la maison. Inquiète, Emma décide de l'arrêter et de lui demander où il l'a emmené, ce à quoi le gars répond que tout va bien. Elle ne croyait pas vraiment aux paroles du petit garçon et continuait à demander, mais elle ne parvenait pas à obtenir de réponse. Emma décida de lui demander pourquoi il n'écoutait qu'Erina, mais l'ignorait même maintenant, à un moment aussi difficile. Le gars s'est arrêté une seconde, a jeté un regard lourd à son ami, la remerciant pour la nourriture, puis a quitté la maison. Alors que la porte d'entrée se fermait, la jeune fille aux cheveux roux fut choquée d'entendre la promesse qu'elle serait récompensée pour son aide. On a entendu une fille crier depuis la maison, essayant d'arrêter le garçon, mais il n'y a pas prêté attention et a continué son chemin. Quelque temps plus tard, debout au cimetière, Emma pensa qu'il avait organisé des funérailles décentes pour sa sœur. En regardant Scott attentivement, elle se demanda ce qui se passait dans sa tête.
Le gars n'a pas quitté des yeux sa sœur qui mentait paisiblement, pensant que c'était la seule façon de la remercier pour sa gentillesse. Il n'avait pas besoin de se blâmer et de baisser les yeux. Irina serait contre cela et il voulait faire sa volonté. La fille disait toujours au garçon de garder la tête haute, de n'avoir honte de rien et de ne regarder qu'en avant. Pendant que tout le monde était en deuil et que le prêtre disait une prière, Scott communiquait mentalement avec sa sœur. Il a demandé à s'occuper de lui du ciel, car dans cette vie, il essaiera de s'assurer qu'il n'a rien à regretter. Un mois plus tard, Scott, enveloppé d'énergie de mana, se dirigeait vers une immense maison située en hauteur sur une colline. Le gars sourit largement, réalisant que le moment de la vengeance était enfin arrivé et que la justice était sur le point de prévaloir. Remarquant un petit garçon qui s'approchait d'eux, les voleurs commencèrent à se demander s'il s'agissait du même mendiant. Le collecteur d'impôts était censé venir vers eux maintenant, mais Scott demanda d'un air menaçant si le loup était là maintenant. L'un des hommes a commencé à retrousser ses manches avec colère et à lui demander comment il avait osé prononcer son nom à voix haute, mais le gars n'avait pas peur. L'homme leva la main pour frapper Scott, mais il resta calmement, attendant le bon moment. Alors qu'une main forte se trouvait déjà à quelques centimètres de son visage, le garçon l'intercepta, arrêtant le coup. Brisant le bras de l'homme, Scott sourit d'un air suffisant et lui demanda pourquoi il ne pouvait pas prononcer son nom. Sous l'assaut soudain de la douleur, le bandit a crié fort d'agonie, tandis que sa main est immédiatement devenue enflée et rouge. Tandis que l'infirme tombait à genoux en lui tenant la main, le gars se dirigea vers le deuxième bandit d'un pas confiant. Paniqué, le méchant se demanda pourquoi ce garçon se comportait de cette façon. Avait-il vraiment pris quelque chose d'interdit? Cependant, il reprit rapidement ses esprits, réalisant qu'il ne s'agissait que d'un enfant, puis se précipita sur lui les bras tendus. Il a attrapé l'enfant par la poitrine, essayant de le soulever, tout en pensant simplement à le jeter dehors. L'homme se tendait et tremblait partout, essayant de soulever le garçon, mais peu importe ses efforts, le gars restait debout au sol. Ne comprenant rien, l'homme rougit et montra les dents en tentative, pensant que ce garçon pesait comme un morceau de fer. En même temps, Scott sourit sarcastiquement, lui répondant qu'il était plus lourd qu'il ne le paraissait et qu'il était submergé de force. Ensuite, le gars a donné un coup de pied violent à l'homme dans le ventre, le faisant reculer, déchirant la chemise de Scott et s'y accrochant. Réjouissant de son succès, le garçon pensa avec contentement que son manatello était en place et fonctionnait parfaitement. Après tout, dans une vie antérieure, il était dans la mauvaise position, ce qui a provoqué un dysfonctionnement de cet organisme. Le secret de la technique secrète inventée par Scott est qu'il utilise deux corps pour se renforcer plusieurs fois. Grâce à la combinaison parfaite d'un corps composé de mana, de manatel et du sien, les effets de cette technique sont bons. Mais pour rester en forme, il est important de bien manger. Heureusement, Emma a aidé, c'est pourquoi la nourriture a été mangée, en retard de 10 jours. Il pensa à tout cela littéralement en une seconde, alors que le bandit volait dos aux portes d'un immense manoir. Le garçon a dit qu'en créant le Manatello cette fois, il avait compris la raison pour laquelle cela s'était mal passé dans sa vie antérieure. Il a expliqué à quel point il est plus facile pour un mana faible et nouvellement réveillé de prendre la bonne place dans un corps blessé. L'homme effrayé a essayé de s'enfuir, lui demandant de quoi il parlait, mais Scott l'a seulement attrapé fermement par la jambe. Tenant la jambe de l'homme, le garçon l'a soulevé dans les airs, les remerciant de l'avoir réduit en bouillie. Après quoi, le gars a jeté le scélérat juste devant la porte, la faisant tomber de ses gonds et ouvrant la voie à son but. Cependant, l'homme ne s'est pas arrêté à atteindre le but. Il s'est envolé et a fracassé la porte d'entrée du manoir. Les bandits abasourdis dans la pièce restèrent prêts au combat pendant une seconde, attendant l'invité non invité. Un nuage de poussière s'élevait près de la porte, cachant l'étranger qui entrait de manière imposante dans le bâtiment. Quelques secondes plus tard, ils remarquèrent un Scott souriant, se rapprochant de plus en plus d'eux sans rien dire. L'un des hommes a immédiatement reconnu le garçon qui avait auparavant défendu sa sœur, pensant qu'il avait risqué de venir seul. Les visages aigris et cruels de toutes les personnes présentes se sont précipités sur le garçon. Quelqu'un lui a demandé ce qu'il espérait en apparaissant sans arme. Attrapant le bandit familier par la jambe, Scott répondit sarcastiquement qu'il avait l'arme. Et en même temps, il attrapa le bandit chauve par la jambe. L'homme, ne comprenant rien, regardait simplement le garçon, tandis que le gars le tirait d'un mouvement brusque et commençait à le balancer. Attirant l'intimidateur vers lui, le garçon sourit et annonça haut et fort à toutes les personnes présentes que c'était l'arme même. Après quoi, au cri stupéfait du bandit, il se précipita sur les autres hommes, agitant des armes réelles dans toutes les directions. Le rugissement des meubles cassés et les cris des bandits ont éclaté dans toute la salle, ne laissant rien intact.
Devant l'homme qui a renversé les portails et les portes, ses amis ont été battus très douloureusement et cruellement. Puis il leva les yeux et vit le gars lancer l'épéiste droit sur lui, voulant terminer ce qu'il avait commencé. Ce fut un coup décisif qui pourrait provoquer une onde de choc qui jetterait les restes de meubles et autres intérieurs. Les deux bandits étaient inconscients, mais toujours en vie, car les plans de Scott n'avaient pas besoin de tuer tout le monde. Levant la tête et regardant le balcon, le garçon déclara que les pions étaient terminés et que seuls les frères Randers restaient. Pendant qu'il les appelait à descendre, l'un des hommes sortait déjà son sabre, qui pendait paisiblement dans son fourreau. De plus, Scott leur faisait signe avec ses doigts et un sourire sarcastique, espérant que cela pourrait les énerver. Après quoi, le corps du garçon fut à nouveau enveloppé d'énergie de mana bleu, ce qui rendit son esprit combatif encore plus fort. Avant de pouvoir sortir complètement l'épée de son fourreau, l'un des frères fut surpris que le gars utilise du mana. Puis un sourire avide enveloppa les visages des hommes, car il s'avère que le cadavre du propriétaire du mana pouvait être vendu à un prix gonflé. Cependant, Scott ne prêta aucune attention à leur conversation, regardant son épée improvisée avec perplexité. Frustré, le garçon jeta la jambe du bandit, alors que deux corps volaient déjà vers lui d'en haut avec l'envie de tuer. Le gars se souvenait du regard stupéfait du maître de l'épée lorsqu'il avait décidé pour la première fois d'utiliser une personne comme arme. Le vieux guerrier jura parce qu'il n'approuvait pas de telle méthode et demanda à Scott de se comporter un peu plus noblement à l'avenir. Le gars insatisfait a alors décidé de demander ce qu'il devait faire, car pour le faire, il devait savoir quoi exactement. Esgard lui a suggéré qu'au lieu d'utiliser des méthodes aussi cruelles, il valait mieux apprendre les arts martiaux. Avec impatience, le garçon a demandé à ses adversaires si cela valait la peine de mener maintenant la noble bataille, tant attendue. Cependant, les frères n'ont même pas voulu l'écouter, volant vers le jeune guerrier d'en haut, décidant de le surprendre. Le couvrant des deux côtés, dans l'espoir de percer sa défense depuis l'angle mort, ils commencèrent à balancer leurs sabres. Mais soudain, contre toute attente, Scott esquiva chaque coup puis sauta sur le côté, laissant les frères perplexes. L'un des hommes se demandait comment cet enfant pouvait prédire leurs mouvements, mais en même temps, un poing lui volait au visage. Sans laisser le temps de réfléchir ni de répit, le garçon a décidé d'utiliser tous ses avantages pour gagner. Tandis que le bandit voyait son frère se faire assommer d'un seul coup, il ne remarqua pas le pied pointé dans sa direction. Un genou au menton projeta l'homme en l'air, assommant ainsi deux méchants à la fois. Cependant, Scott a décidé de ne pas s'arrêter et, poussant du sol avec force, il a volé après le deuxième bandit. Après avoir survolé le balcon du deuxième étage, le garçon a fermement saisi Randers inconscient par la poitrine. Puis, d'un mouvement brusque, il le jeta à terre, l'achevant finalement pour qu'il ne puisse définitivement pas se réveiller rapidement. Avant que l'homme ne puisse atteindre le sol, Scott était immédiatement à proximité, roulant vers le bandit frappé. D'un rapide mouvement de jambe, il porta le coup final à l'homme qui était toujours en l'air. L'un des frères qui avait le plus souffert roula vers la porte, poussant un grand hurlement de douleur alors qu'il volait vers la porte. Dans la pièce voisine, un homme aux cheveux roux se réveilla lentement, mécontent d'avoir été réveillé. Le chef des envahisseurs, le loup, se leva de son siège, insatisfait, et demandant bruyamment qui osait le déranger. Scott fut une fois de plus inondé de souvenirs de sa précédente rencontre avec le loup, alors qu'il marchait vers lui avec un épéiste. Dans une vie antérieure, il a été très surpris que le loup mène une vie de voleur dans un territoire éloigné. En conséquence, il s'est avéré n'être pas un humain, mais un homme-bête, dont la race est considérée comme l'une des plus fortes du continent. De plus, c'est un loup argenté, une créature spéciale parmi les hommes-bêtes, et de nombreux problèmes peuvent être attendus de sa part. D'ailleurs, cette caractéristique n'apparaît que chez les descendants directs de la famille impériale des loups-garous. Scott n'a jamais compris pourquoi quelqu'un d'aussi célèbre et puissant vivait dans un endroit comme celui-ci, si proche des gens. Dans sa vie antérieure, il avait à peine réussi à le tuer. Il n'avait donc pas le temps de remettre en question et d'évaluer la situation dans la société. Cependant, cette fois, il a décidé de le battre et de découvrir tout ce qu'il voulait. En même temps, l'homme lui a demandé pourquoi le garçon avait fait tout cela. Un Scott souriant commença à se moquer de l'homme, lui demandant s'il voulait que ses mots soient les derniers. Cette barbe a immédiatement mis le loup en colère, rendant ses yeux injectés de sang, son front plissé et ses dents visibles. La seconde suivante, le chef des bandits se pencha et commença à se transformer lentement, faisant pousser de la fourrure. Le garçon ferma les yeux, croisa les bras sur sa poitrine et se tenait un pied sur les Randers, attendant que la transformation soit terminée. La transformation touchait lentement à sa fin. L'homme-bête avait grandi plusieurs fois, et la branche avait des griffes acérées sur ses pattes.
Après quelques secondes supplémentaires, un énorme homme-bête à la fourrure orange apparut devant le garçon calme. Ouvrant les yeux, Scott examina le loup pendant un moment, remarquant des changements et des incohérences évidents dans son apparence. Le gars a commencé à demander à la bête perplexe pourquoi sa fourrure n'était pas argentée, comme elle aurait dû l'être à l'origine. Ne prêtant pas attention à l'apparence terrifiante du monstre, Scott commença à le plaisanter et à le taquiner, le traitant de fils de chien. Cette attitude rendit le chef des bandits encore plus en colère, surpris qu'il ait eu l'audace de dire une telle chose en face. Mettant ses mains dans ses poches, le gars regarda la bête aigrie se précipiter pour attaquer, réduisant la distance qui les séparait. Esquivant les attaques meurtrières du monstre, le garçon pensait qu'il était plus fort et plus rapide que les frères Randers. Après avoir esquivé le jeune guerrier, l'Échidné a souri et a commencé à donner des coups de pied au monstre, le faisant hurler de douleur, et dès l'attaque suivante, le gars a malheureusement remarqué que ce loup était clairement plus faible que ce qu'il était dans sa vie précédente. Ennuyé, le jeune guerrier décida de lancer une contre-attaque lente, saisissant brusquement le monstre par la bouche et le fermant d'une main. Saturant sa main de mana, ce qui faisait ressentir encore plus de douleur au loup, Scott fut déçu d'être revenu pour un spectacle aussi pitoyable. Échappant d'une manière ou d'une autre à la forte emprise du garçon, l'homme-bête sauta en arrière, tenant sa bouche ensanglantée avec ses pattes. Un jour, l'homme-bête de Scott lui dit qu'il lui apprendrait comment gérer les membres de sa race lorsqu'ils tombèrent dans la folie. À cette même seconde, la bête affolée, avec une langue mordue et une force nouvelle, attaqua de nouveau le jeune guerrier. Incapable de supporter une telle impudence, le loup commença à infliger au garçon une série de coups rapides et mordants, mais il esquiva rapidement. Les yeux de la bête brillèrent de rage alors qu'il, dans un accès de folie, tentait de rattraper Scott, qui échappait à chaque coup. Le gars, bien qu'un peu déçu, a quand même commenté la bataille de manière sarcastique, frappant simultanément la bête à la mâchoire. Une autre portion de sang s'échappa de la bouche du monstre alors qu'il tombait en arrière, abasourdi par la force du garçon. Scott sourit de contentement, se réjouissant de sa nouvelle force dans ce corps, et demanda au loup de ne pas mourir encore, car il ne faisait que commencer. Le jeune guerrier sourit malicieusement et commença à donner des coups de pied au monstre, le faisant hurler de douleur et avec l'impudence d'une personne ordinaire. Sa connaissance a dit qu'il pourrait être traité plus durement, car les hommes bêtes ont d'excellentes capacités de régénération. Un autre coup plus fort envoya le chef des bandits contre le mur opposé, lui cognant douloureusement le dos. Il y eut un fracas assourdissant d'un mur fissuré et une paire de côtes cassées d'un homme bête tombant au sol. Scott s'arrêta une seconde, baissant la jambe, regardant son adversaire et attendant ce qui allait se passer ensuite. Au même moment, le loup inconscient, la bouche ouverte, commença à reprendre sa forme humaine. Une pierre rouge tomba de sa poitrine tandis que Scott, les mains dans les poches, lui demandait s'il avait repris ses esprits. L'homme stupéfait regarda le garçon. Il avait le sentiment qu'il ne le connaissait pas et qu'il le voyait pour la première fois de sa vie. Cependant, le gars s'est contenté de lui enfoncer son poing dans les paumes, affirmant que cette fois, tout ne se terminerait pas par une colonne vertébrale cassée. L'homme, tremblant de peur, qui ressemblait il y a quelques minutes à un animal dangereux, sentait que maintenant, il souffrirait beaucoup. Après lui avoir ordonné de demander pardon à sa sœur, Scott a commencé à battre l'homme avec une vigueur renouvelée, sans pitié. Quelques minutes plus tard, l'homme encore tremblant gisait devant l'homme, complètement couvert de contusions et d'écorchures. Le jeune guerrier examina ses mains couvertes de sang et murmura qu'il voulait briser le cou du loup. En entendant ces menaces, l'homme s'est immédiatement levé, a joint les paumes et a commencé à se repentir et à demander pardon à Erina. La panique a complètement envahi le bandit, qui était presque en train d'embrasser le sol, essayant de demander pardon et de rester en vie. En regardant l'homme battu, Scott pensa qu'il voulait vraiment le couper en morceaux et l'emmener sur la tombe de sa sœur. En entendant une telle déclaration, le chef des bandits baissa les yeux et commença à demander pardon à Erina encore plus fort. Cependant, le garçon a déclaré avec mécontentement qu'elle ne voudrait pas rencontrer son assassin dans l'au-delà. Il allait continuer à battre le gars, lui demandant pourquoi les hommes bêtes vivent dans de tels endroits. Soudain, il remarqua une pierre rouge tomber de la poitrine de la bête, disant qu'il ne l'avait pas trouvée dans sa vie antérieure. Dès qu'il l'a ramassée, il a immédiatement senti une énergie sombre et sinistre apparaître autour de lui. Les yeux du garçon s'écarquillèrent, car il réalisa immédiatement qu'il s'agissait d'une énergie démoniaque, dangereuse et imprévisible. Levant la tête, il remarqua un loup argenté, enchaîné par de solides chaînes rouges et noires, hurlant d'indignation. Soudain, la tête de la bête s'abaissa, et le regard du loup se fixa sur le garçon, démontrant sa colère et son sourire.
Surpris, Scott croisa son regard, mais il ne ressentit ni peur ni horreur, seulement de l'incompréhension. Le gars s'est à nouveau livré aux souvenirs de sa vie passée, se rappelant comment son ami voulait lui montrer des créatures mystiques. Les créatures mystiques sont des créatures apparues lorsque leurs organismes ont accumulé du mana sur plusieurs siècles. Scott ne savait pas qu'il vivait en dehors d'Elfheim, car les esprits sont un phénomène rare, et l'elfe fut seulement surpris qu'il appelle les âmes des animaux des esprits. Même si le gars n'était pas un magicien spirituel, il les connaissait, c'est pourquoi il regardait sa petite amie avec scepticisme. La fille aux cheveux verts et aux longues oreilles sourit simplement, lui demandant s'il savait quelle était l'essence de l'esprit. Après quoi, elle lui montra une petite pierre enveloppée d'énergie verte qui ne représentait aucun danger. À ce moment-là, Scott, dans son jeune corps, tenait la pierre spirituelle du loup d'argent avec surprise, regardant l'énergie sombre. Après quoi, il regarda de nouveau le bandit effrayé, se demandant où il avait trouvé un objet aussi précieux. Il se demandait également pourquoi la pierre spirituelle contenait l'énergie des bêtes démoniaques. Cependant, la première chose qu'il décida de faire fut de se débarrasser immédiatement d'elle, et un cœur enchaîné apparut immédiatement devant lui. Après avoir imprégné sa main de mana, il la balança et frappa le cœur de toutes ses forces, espérant sa destruction complète. Soudain, les chaînes démoniaques se brisèrent en morceaux, et le loup argenté fut libre, poussant un grand hurlement. La seconde suivante, les yeux du gars se sont éblouis, c'est pourquoi une image incompréhensible est apparue devant ses yeux. Il a vu plusieurs personnes, des poignards à la main, encercler un loup se préparant à se défendre dans une forêt sombre. Il réalisa immédiatement qu'il s'agissait de souvenirs spirituels, où des personnes suspectes l'entouraient et utilisaient toutes de l'énergie démoniaque. Ne se laissant pas intimider par la dangereuse bête, les hommes attaquèrent immédiatement, frappant les pattes du loup avec l'arme maudite. Le sang jaillit des membres de l'animal, le faisant émettre un rugissement aigu et sa bouche se remplir de salive. Après plusieurs autres attaques ignobles, la bête ne put le supporter et tomba au sol, taché de son propre sang. Cependant, ce n'était pas fini, car tous les hommes se contentèrent de resserrer leur emprise sur leur maudit poignard, se préparant à continuer. Deux d'entre eux ont sauté sur le monstre et ont commencé à lui couper le corps avec des armes, ouvrant la carcasse pour tenter d'obtenir quelque chose. Après un certain temps, l'un des voleurs tenait fermement le cœur du démon tué dans ses mains avec un sourire narquois. Il s'est avéré qu'ils sont venus chercher une pierre spirituelle, après quoi ils l'ont donnée à un enfant. Ce qui a surpris Scott, en parcourant ses souvenirs, il réalisa que ces canailles essayaient d'absorber la pierre spirituelle pour créer un homme bête. Le loup, montrant les dents, regarda le garçon, qui demanda à l'homme effrayé si quelqu'un l'avait créé. Mais le bandit n'a pas prêté attention à lui, continuant de s'excuser auprès de sa sœur, dans l'espoir qu'il ne serait pas tué. Remarquant le propriétaire de la pierre spirituelle, la bête spirituelle ouvrit grand sa gueule à croc et voulut l'attaquer. Cependant, Scott s'est immédiatement placé entre lui et l'homme, essayant d'arrêter le monstre en colère. En tendant la main devant lui, le garçon tenta d'expliquer à l'esprit que ce salaud devait bien souffrir avant de mourir. Le loup s'arrêta docilement, et le gars fut surpris de le comprendre, car il ne savait pas qu'il était prédisposé à la magie spirituelle. Il était une fois un elfe qui lui disait qu'il était possible de devenir un magicien spirituel si l'on avait une âme pure et une quantité décente de mana. Elle a également ajouté que seuls les enfants sont suffisamment innocents pour libérer une capacité aussi puissante que celle-ci. Après avoir réfléchi un peu, le garçon se frotta la tête, disant qu'Astina avait raconté quelque chose comme ça il y a longtemps. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un enfant, mais il n'est pas sûr d'être suffisamment innocent, ni même innocent du tout, et cela soulève des questions. À la surprise du gars, le loup ferma les yeux et commença à secouer brusquement la tête d'un côté à l'autre, niant quelque chose. Après quoi, l'esprit toucha la tête du jeune guerrier avec son nez, essayant de lui parler par ses pensées. Le garçon réalisa immédiatement que lorsqu'il supprimait le sort, son mana pénétrait dans la pierre spirituelle de la bête, remplissant ses éclats. En raison de la réparation involontaire de la pierre spirituelle, ils ont commencé à se comprendre. Le gars a précisé s'il avait tout compris correctement. Le loup ferma les yeux et, avec un regard intelligent et compréhensif, commença à hocher la tête avec confiance, répondant à la question du jeune homme. Avec surprise, le garçon demanda s'il pouvait maintenant conclure un accord. Après quoi, la bête hocha de nouveau la tête. Après avoir rempli sa main de mana et l'avoir tendue à la bête, le gars sourit, décidant immédiatement de conclure un contrat avec lui. Les esprits n'ont pas besoin d'une attention constante comme par magie, tant que le mana soutient leur existence, ils les aideront. La plupart des esprits deviennent plus forts pour correspondre à leur magicien. C'est pourquoi Astina est l'un des 10 grands chevaliers.
En réponse au consentement du gars, l'esprit a seulement montré les dents et a aboyé avec colère, disant qu'il aurait une demande. Ils se regardèrent en silence pendant plusieurs secondes, pendant que le type tentait de saisir la demande de la bête sauvage. Ayant compris le désir du monstre, le sourire disparut du visage du garçon, ne laissant qu'une expression sérieuse sur son visage. La bête a demandé de le venger, mais pour le guerrier, c'était facile, car il allait toujours tuer tous ceux associés au démon. Lorsqu'ils se sont mis d'accord sur ce point, la dernière étape pour conclure un accord avec l'esprit restait s'entendre sur les règles de l'existence. Une seconde plus tard, la taille du loup a sensiblement diminué, se trouvant à côté du gars pendant qu'il réfléchissait à comment l'appeler. Caressant son nouveau compagnon, Scott sourit en disant qu'il choisirait un prénom qui lui plairait. Inconsciemment, le garçon a regardé par la fenêtre et a vu une pleine lune brillante. Après quoi, il a décidé de nommer son compagnon Moonwolf. Il se retourna alors, regardant le bandit, se demandant quoi faire de lui, car il n'arrivait pas à croire que quelqu'un ait créé un homme-bête à l'aide d'une pierre spirituelle. À en juger par l'énergie démoniaque que possédèrent ces voleurs, ils devaient être des adeptes des démons. C'étaient des fanatiques, qui renonçaient à la déesse juste et choisissaient d'adorer la race des démons maudits. Ils ont causé beaucoup de problèmes avant même l'arrivée de l'armée du roi démon, mais Scott était alors dans le labyrinthe, donc il ne connaissait pas les détails. Soudain, le garçon donna un coup de pied au bandit qui s'excusait, lui demandant si les partisans du démon lui avaient donné la pierre spirituelle. Cependant, d'après le comportement de l'homme, on pouvait supposer qu'il était devenu fou. Ignorant la question, il a continué à s'excuser. Pendant que le garçon tentait d'atteindre le bandit, son nouveau compagnon vint à son secours et gronda bruyamment contre le bandit. Le chef tremblant reprit immédiatement ses esprits et Scott demanda immédiatement où étaient ceux qui lui avaient donné la pierre spirituelle. Entendant des marmonnements indistincts, le garçon a continué à demander où ils étaient et ce que faisait leur organisation. Soudain, l'homme à moitié nu frappa bruyamment le sol avec sa paume, tombant inconsciemment dans une sorte de nouvelle attaque. Son visage se transforma en un sourire ironique, après quoi il rit pendant plusieurs secondes, essayant de trouver les mots justes. Soudain, l'homme a commencé à dire qu'ils ne seraient pas libérés, qu'ils n'étaient qu'un sujet de test et qu'ils étaient tous extrêmement forts. Alors que l'homme disait tout ce qu'il savait, une détonation magique se produisit dans sa tête, provoquant une petite explosion. Couvrant son visage avec ses mains, Scott regarda avec choc le corps sans tête du bandit fou, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Il réalisa immédiatement qu'un sort avait fonctionné sur lui pour l'empêcher de trop parler. Il avait entendu parler de quelque chose comme ça dans une vie antérieure. Ensuite, le chef lui a dit que l'organisation viendrait le chercher, mais il lui a semblé qu'il parlait de ses subordonnés restés au premier étage. Cependant, dans une vie antérieure, il ne savait même pas que le loup était un homme bête. Alors il essaya de découvrir quelque chose, mais en vain. Le garçon agita la main avec indifférence, décidant qu'il n'était pas du genre à réfléchir. Donc tout se déciderait au fur et à mesure que les choses avançaient. Puis il remarqua une lueur dans le trou dans le mur laissé par le coup de l'homme bête et décida de vérifier ce qui y était stocké. Une autre chose était importante pour lui, s'il valait la peine de leur rendre ce qu'il avait pris. Après quoi il saisit fermement la main du chef des bandits. Sans y réfléchir à deux fois, il lança le corps sans tête directement dans le mur, le brisant pour découvrir le secret qui se cachait derrière lui. Lorsque la poussière s'est dissipée, le gars a remarqué une épaisse porte métallique, verrouillée par une serrure fiable et solide. Scott pensait que l'empereur du bal pourrait utiliser les informations qu'il avait obtenues ici s'il pouvait le lui dire. Le sceau qui fermait la serrure du coffre-fort brillait toujours, ce qui signifiait que tout fonctionnait et qu'il était possible de l'ouvrir. Le garçon a de nouveau saisi la main du bandit et l'a appliquée sur le sceau, après quoi les clics de l'ouverture de la serrure ont été entendus. Avec un regard arrogant, le gars entra, examinant les trésors et quelques notes importantes, s'arrêtant à un objet. En passant devant les bijoux et les pierres précieuses, il ne prit que la bague, disant que pour la confiance de son camarade, il devait la prendre. La bague en or, gravée d'un aigle, signifiait qu'elle appartenait à la célèbre famille Valentia. Les souvenirs revinrent au garçon lorsqu'une riche blonde s'approcha de l'enfant et lui demanda son nom. Émacié et affamé, Scott a dit son nom à une jolie fille debout à côté d'un guerrier en armure. La blonde aux yeux bleus a immédiatement apprécié la beauté de son prénom, puis a commencé à retirer la bague de son doigt. En remettant les bijoux en or au gars, elle lui a demandé de la retrouver plus tard. Elle pourrait alors l'aider, car elle pouvait le faire. En regardant la bague qu'il a prise dans le coffre-fort, le garçon a déclaré que tout le monde dans le royaume d'Aslan la connaissait. Chloé von Valentia, la plus jeune fille de l'empereur d'épée Esgard von Valentia, elle est connue pour ses bonnes actions.
Pour cela, il l'appelait un ange. Elle devait avoir 16 ans et était déjà une adulte. La famille Valencia a pour tradition à cet âge de faire le tour de sa propriété et de faire diverses bonnes actions. Comme, par exemple, apporter des fleurs dans chaque temple et vous présenter pour aider toutes les personnes dans le besoin. C'est pourquoi nous nous sommes rencontrés dans le quartier rouge, décrit dans les documents comme l'endroit le plus reculé du duché. Le garçon s'est rappelé à quoi il ressemblait à l'époque, et, dans une vie antérieure, il n'a pas rendu la bague, puisqu'il s'est vengé plus tard. Cela lui a rendu plus difficile d'obtenir du soutien, mais maintenant, en tenant l'anneau dans ses mains, cela semble possible. J'ai mis la bague dans ma poche. Le jeune guerrier a fermement décidé que cette fois tout serait différent, car avec la bague, il serait plus facile de rencontrer Égard. Soudain, Scott entendit un bruit venant du premier étage. Une voix inconnue demandant où était ce salaud. Le garçon était ravi de cette tournure des événements, comme s'il attendait qu'une aide fidèle arrive au loup. Pendant ce temps, un homme majestueux vêtu d'une armure d'argent entra dans la pièce, examinant les corps inconscients. Les bandits cachés derrière lui ont raconté comment l'un d'eux avait été saisi par les jambes et s'était retourné, et que c'était l'œuvre du propriétaire du manât. Le soldat chauve demanda seulement, incrédule, s'il était vrai que l'enfant avait tout bouleversé. Les méchants ont commencé à hocher nerveusement la tête et à être d'accord avec ses conclusions, affirmant qu'avec son aide, il s'en occuperait en un instant. Cependant, le soldat en colère s'est retourné et les a réprimandés, leur rappelant de ne pas en abuser avec les hallucinogènes. Les hommes commencèrent à repousser, mais le chevalier n'en fera pas qu'un seul, se plaignant de la façon dont le loup s'occupait de ses subordonnés. Le chevalier chauve qui s'est comporté avec tant d'arrogance était le capitaine de la garde de la forteresse extérieure de Phil Rem. Il pensait que cela pourrait servir de prétexte pour augmenter leurs impôts quand soudain, du coin de l'œil, il remarqua un mouvement. Un garçon aux cheveux noirs et aux vêtements en lambeaux descendit lentement du deuxième étage, l'air content. Les bandits effrayés ont immédiatement commencé à crier que c'était lui, tandis que Ram a demandé s'il avait créé un désordre ici. Scott accepta calmement, ce qui ne fit que rendre le chevalier encore plus en colère, lui demandant s'il comprenait ce qu'il avait fait. Le garçon expliqua seulement avec joie qu'il s'était simplement occupé des voleurs. Mais il ne comprenait pas pourquoi les chevaliers étaient revenus ici. Il exprima sa pensée que le loup les payait très bien, ce qui rendit le garde tendu et frissonnant. Les veines de la tête de Ram se sont gonflées de colère lorsqu'il a dit que ce type n'avait aucun sentiment de peur. Sans retenir ses émotions, il se précipita en avant, imprégnant la rune de mana pour attaquer rapidement le petit garçon. Pendant que le guerrier se précipitait, Scott pensait qu'il était un propriétaire de mana qui n'avait même pas atteint le deuxième niveau. Sans aucun effort, le gars a facilement repoussé la première attaque de l'adversaire, déviant sa main dans la direction opposée. Le soldat abasourdi regarda son membre, ce qui le conduisit dans la direction opposée à la sienne. Enlevant le sourire de son visage, Scott commença à saturer ses jambes de mana, décidant de lancer une contre-attaque car il était désormais capable de le vaincre. Le temps sembla ralentir lorsque Ram aperçut devant lui un genou d'enfant, saturé de mana, volant rapidement vers son visage. Il y eut un bruit assourdissant d'un coup sourd, dont la vague transperça le chevalier de part en part, mais il resta debout. À la toute dernière seconde, le capitaine a réussi à saisir le genou du gars juste devant son visage, retenant à peine l'attaque. Voyant une telle réaction et une telle défense, Scott se contenta de sourire, décidant de se limiter à démontrer sa force. Le chevalier tendu, retenant toujours le cou du type avec sa main, grogna et déclara que c'était plutôt bien. Puis il a essayé de frapper avec son autre main, mais le gars a esquivé adroitement, jusqu'à ce qu'il décide de se disputer avec le seigneur de file. En reculant un peu, il quitta le champ de bataille, pensant que le seigneur avait de nombreux chevaliers à son service et qu'il devait le décider à battre en retraite. Cependant, le chevalier devenait de plus en plus en colère à chaque seconde, insultant le gars alors qu'il montait les escaliers jusqu'au deuxième étage. Sa patience finit par s'épuiser alors qu'il attrapa la poignée de l'épée, voulant voir comment il réagirait à ce coup. Cette action a piqué l'intérêt du gars, car c'était maintenant à son tour de sortir l'atout caché de sa manche. À la même seconde, un esprit loup de taille impressionnante est apparu derrière Scott, émettant une forte aura. La bête sentit immédiatement son adversaire, montrant ses crocs acérés et lançant un regard furieux au chevalier surpris. Ram ne s'était jamais attendu à voir un esprit devant lui, c'est pourquoi il a transpiré et s'est tendu en une seconde, ne sachant pas à quoi s'attendre. Le garçon savait que dans une pièce aussi petite, il était impossible de ne pas remarquer l'esprit, après quoi il invita le chevalier à parler calmement. Le gars a décidé de demander au chevalier s'il ne se souciait pas de ce qui se passait ici, tant que son paiement restait le même. Ram fut surpris par cette question,
à laquelle Scott ajouta qu'il lui donnerait de l'argent à la place du loup pour que le chevalier batte en retraite. L'homme a ri, ne s'attendant pas à une telle proposition de la part de l'enfant, lui demandant quel âge il avait et s'il s'était transformé en garçon avec l'aide de la magie. Le jeune guerrier répondit que les terres locales sont sa maison et que beaucoup d'envahisseurs le connaissent à cause de ses cheveux noirs. Le capitaine, toujours tendu, accepta avec incrédulité et demanda où il pouvait trouver 5 yang dorés. Scott n'a pas immédiatement cru l'homme, étant sûr qu'il avait considérablement gonflé le montant, ce qui l'a fait froncer les sourcils. Avec le regard le plus sérieux, le garçon dit qu'il avait très probablement reçu un yang, mais qu'il en offrait un et demi. Le capitaine a immédiatement rugi d'indignation, insultant le garçon, qui ne croyait pas à ses paroles sur un salaire décent. Le jeune guerrier envoya mentalement le loup en avant, déclarant que s'il ne le voulait pas, il pourrait se battre ici et maintenant. Cela refroidit un peu les ardeurs du chevalier, qui se remit à transpirer et à réfléchir furieusement à la meilleure façon de procéder. Après avoir rengainé son épée, il se retourna et commença à se plaindre qu'un enfant lui parlait ainsi. N'ayant entendu que des plaintes qui lui étaient adressées, Scott décida de demander à nouveau au chevalier quel était son verdict final. Sans se retourner, Ram a sévèrement dit au garçon de payer à temps, après quoi il s'est dirigé lentement vers la sortie. Alors que l'homme marchait d'un pas assuré, d'autres bandits ont tenté de l'arrêter, lui demandant comment il pouvait partir si facilement. Soudain, le canaille le plus proche de lui a reçu une retentissante gifle au visage, avec un gant d'acier, écoutant les insultes au passage. Puis le capitaine entendit la voix familière du garçon, d'où il se retourna et attrapa rapidement la pièce d'or promise. Scott a déclaré que, puisque le chef de cet endroit avait changé, il devrait se présenter à Lord Phyllis et Ram devrait organiser une réunion. Le chevalier accepta de transmettre sa demande et de garder à l'esprit que s'il ne payait pas l'impôt à temps, il subirait la colère du seigneur. Le garçon, en compagnie du loup, a clairement indiqué qu'il avait tout entendu en regardant les hommes quitter le bâtiment. Après quoi, il sourit largement et sournoisement, se disant que la prochaine collecte d'impôts n'aurait probablement pas lieu. Soudain, il arrêta les bandits qui tentèrent de les abattre tranquillement, qui se figèrent immédiatement et se tendirent d'horreur. Les 3 hommes battus se sont retournés lorsqu'ils ont appris qu'ils n'avaient qu'une heure pour rassembler toute la bande de leur compagnie. Ils devaient amener ici toutes les femmes qui travaillaient pour eux et les mendiants. Et pour chaque minute de retard, il en tuait une. De plus, il déclara avec une expression indifférente que s'ils tentèrent de s'échapper, son esprit les traquerait et les acheverait. Ouvrant grand les yeux et regardant les bandits gelés, il leur rappela encore une fois qu'ils n'avaient aucune heure. Sans perdre une seconde, les gars se sont précipités, quittant le bâtiment, se dépêchant d'accomplir la tâche pour ne pas se faire tuer. En regardant le ring, Scott a estimé que si tout se déroulait comme prévu, il aurait terminé ici dans moins d'une semaine. Exactement 1 heure plus tard, 3 hommes essoufflés sont entrés en courant dans la pièce, annonçant qu'ils avaient rassemblé tout le monde. Il y avait beaucoup de gens derrière eux et une des filles courut en avant, appelant le garçon, c'était Emma. Elle a immédiatement commencé à examiner ses mains ensanglantées pour déceler des blessures, pensant que le loup l'avait encore battu. Il pointa immédiatement son regard vers le corps sans tête, déclarant que ce n'était pas du tout son sang et que le loup était mort. Les gens stupéfaits tournèrent la tête, regardant le corps défiguré. Emma se rapprochait le plus de lui. Des rumeurs se sont immédiatement fait entendre parmi la population, selon lesquelles Lord Phylessa ne serait pas heureux et ne laisserait pas les choses ainsi. En voyant les visages inquiets des gens, Scott réalisa que tout le monde avait peur, car tout le monde savait que le Seigneur prenait soin du loup. Les gens disaient qu'il retournerait sa colère contre eux en utilisant comme excuse qu'ils s'étaient eux retournés contre lui. Scott accepta, disant que la rébellion était un crime terrible, alors qu'arriverait-il au Seigneur s'il s'avérait qu'il avait trompé le duc? Quelques jours plus tard, 2 chevaliers montant la garde racontaient qu'ils n'avaient pas vu Sir Ram depuis longtemps. Son interlocuteur lui a répondu qu'en raison de ce qui s'était passé parmi les envahisseurs, il avait été temporairement mis en probation. Le soldat s'est intéressé à ce qu'il avait fait et on lui a demandé s'il avait entendu parler de la bataille dans laquelle une bande de voleurs était impliquée. L'homme se souvint immédiatement de l'histoire des hommes effrayés qui avaient vu un monstre qui ressemblait à un énorme loup. Le chevalier n'a pas non plus oublié de mentionner l'ancien chef du gang, tellement mutilé qu'il n'a pas pu être reconnu. Tout son argent a également mystérieusement disparu, puisque seuls les corps des bandits battus ont été retrouvés dans le coffre-fort. Et il s'est finalement avéré que Sir Ram a eu quelques difficultés lorsqu'il a parlé avec leur nouveau chef. Les visiteurs se plaignent car tous les établissements sont fermés et la ville ne génère aucun profit ces derniers temps. Les soldats pensèrent que le seigneur était très contrarié par cela. Alors il appela le nouveau chef pour lui parler personnellement. Et pendant qu'ils essayèrent de se souvenir du nom du nouveau chef,
Scott se tenait au coin et entendit leur bavardage. Le garçon se souvint à nouveau du moment où il s'adressa au peuple en déclarant que le seigneur trompait le duc Valentius. Puis Emma s'est approchée de lui, lui demandant plus en détail ce qu'il faisait et quelles étaient ses prochaines actions. Scott pensait que tous les aristocrates restèrent les mêmes qu'ils lui semblèrent dans une vie antérieure, ne trouvant rien dans le grand livre. Mais le seigneur lui offrit la moitié de la richesse du loup et la possibilité d'éloigner quelques amis des envahisseurs. Cependant, il avait maintenant d'autres priorités. Malgré le fait que Scott ne soit pas la personne la plus intelligente, la vie de chevalier l'a aidé à comprendre quelque chose. À savoir qu'il existe parmi les aristocrates une hiérarchie qu'on ne peut négliger. En regardant le registre, le garçon comprit que grâce à cela, le seigneur serait réglé une fois pour toutes. Il se tourna ensuite calmement vers Emma, en lui disant qu'elle n'était pas obligée de tout comprendre, car ce n'était pas le plus important. Attrapant des regards vides, le gars expliqua que le loup ne les dérangerait plus et qu'ils étaient tous libres. Emma fut sincèrement surprise par ces paroles, demandant avec incrédulité s'ils étaient tous vraiment libres maintenant. Pointant sa main vers le corps sans tête, le garçon déclara que c'était leur dernière chance d'exprimer leur colère contre lui. Les larmes aux yeux, la jeune fille aux cheveux roux tourna instantanément la tête vers le chef des bandits morts. Ses mains tremblèrent de colère et ses jambes elles-mêmes se précipitèrent vers le corps sans vie. En même temps, des insultes sortirent de sa bouche. Se souvenant des moments les plus désagréables de sa vie associés au loup, elle commença à donner des coups de pied au cadavre, rejetant sa colère. Emma a crié furieusement qu'elle était la fille d'un marchand prospère, jusqu'à ce que le loup détruise simplement sa famille. Voyant la réaction sincère de la jeune fille, les autres dames se joignirent également à elle et commencèrent à exprimer leur colère contre le cadavre. Scott remarqua que leurs visages étaient pleins de larmes et de colère, tandis que leurs pieds piétinaient inlassablement le corps de l'ancien leader. En voyant toute cette situation de ses propres yeux, le garçon s'est rendu compte qu'il n'était pas doué pour réconforter et que ce n'était pas son style de rembourser des dettes comme ça. Il ordonna aux 3 bandits de descendre le coffre-fort jusqu'au premier étage, car exprimer leur colère ne suffirait pas à panser toutes leurs blessures. Avec un fracas et de la poussière montant, le coffre-fort s'enfonça au sol et la porte s'ouvrit lentement, révélant son contenu. Toutes les filles et quelques enfants se sont arrêtés. Faisant attention à l'éclat, on leur a proposé d'en emporter autant qu'ils pouvaient emporter. Scott a dit sans embâche qu'il appartenait au loup et que ceux qui l'avaient forcé à rester ici devraient prendre l'argent et partir. Les dames stupéfaites ne pouvaient quitter des yeux le coffre-fort rempli d'argent, se demandant si elles pouvaient vraiment le prendre. Ils se regardèrent avec incertitude, ne sachant pas comment ils réagiraient au mieux dans une telle situation. Cependant, Emma a d'abord pensé à Scott, qui a immédiatement répondu qu'il avait déjà pris le montant requis. La jeune fille a exprimé son opinion selon laquelle, en raison de son âge, le garçon ne comprend pas qu'il n'y a personne qui ne puisse utiliser des fonds supplémentaires. Sans manifester la moindre surprise, la jeune guerrière décida de lui demander d'où venait, à son avis, cet argent. Dès que Scott a dit qu'il n'en aurait pas besoin de grand-chose, tout le monde s'est immédiatement figé en regardant le contenu du coffre-fort. Puis le garçon remarqua que les visages des dames présentes indiquaient qu'elles voulaient tout obtenir pour elles-mêmes. Dès qu'il a attiré l'attention sur lui, les visages avides ont été remplacés par des visages surpris, regardant attentivement le gars. Il leur a demandé de ne rien faire de mal, de tout prendre pour eux et de ne pas parler de l'argent au seigneur. Après quoi, il a appelé son compagnon à 4 pattes d'un air de défi, faisant allusion au sérieux de ses propos. Toutes les personnes présentes regardaient la bête avec peur tandis que Scott disait que s'il désobéissait, son ami les mettrait en pièces. Après cela, il recommanda à Emma d'aller voir Diane, de se déplacer en groupe et d'embaucher un mercenaire de la guilde. La jeune fille fut surprise de devoir partir et voulut savoir pourquoi Scott ne les accompagnait pas. Il répondit brièvement qu'il avait une autre affaire importante à régler, ce qui inquiéta la jeune fille aux cheveux roux. Pourquoi avait-elle regardé son nouveau compagnon, réalisant qu'il était désormais fort, pour qu'il puisse prendre soin de lui-même? Elle a immédiatement accepté son offre d'aller chez Diane, ajoutant qu'il lui rendrait visite chaque fois qu'il voudrait se reposer. En la remerciant, le garçon annonça fièrement qu'à partir de ce jour, le quartier rouge était fermé aux affaires. Actuellement, les 2 soldats essayèrent de se souvenir du nom du nouveau chef lorsqu'un enfant s'est approché d'eux en criant son nom. Regardant le roturier avec dégoût, ils essayèrent donc de savoir depuis combien de temps il était ici. Les soldats ont précisé qu'un seigneur vit ici et qu'il ne devrait pas traîner dans les parages, et ont également demandé comment il connaissait le nom du nouveau chef. Invoquant un immense esprit de loup qui, montrant les dents, se pencha vers les gardes, il déclara que le nouveau chef était devant eux. Par peur et par surprise, ils se précipitèrent immédiatement dans les profondeurs du domaine, essayant d'informer le seigneur du nouvel invité.
Cependant, partout où il va, la même réaction l'attend jusqu'à ce qu'il fasse appel à son compagnon. En entrant dans le domaine, un vieux majordome l'attendait, accompagné d'un homme de grande taille en uniforme militaire vert. Cet homme était le grand maître de l'ordre de chevalerie, Ran, qui avait beaucoup entendu parler de Scott, mais il l'imaginait plus âgé. En entendant un commentaire qui lui était adressé, le garçon demanda s'il était d'usage ici de faire lever les invités pendant qu'ils étaient examinés. Offensé par une telle impudence, l'homme attrapa le manche du ballon et, fronçant les sourcils, l'avertit de surveiller sa langue. Cependant, le jeune lui a conseillé de faire de même et également de ne pas s'amuser et d'agir comme s'il était plus important que le seigneur. Scott a déclaré avec assurance qu'il était un invité dans cette maison et, malgré tout cela, ils essayaient de lever l'épée contre lui. On lui a dit qu'on ne pouvait plus rien attendre d'un homme avec son passé et qu'il respirait simplement de la bile. Cependant, le gars a décidé de l'énerver complètement, en disant que la puanteur venait probablement de sa bouche. Et cela a fonctionné. L'homme le plus pourri de tout l'ordre chevaleresque rougit et s'empressa de sortir l'épée de son fourreau. Le majordome abasourdi s'empressa aussitôt de l'arrêter, justifiant tout par le fait que le seigneur attendait son invité. Le soldat nu dévora avec colère le garçon absolument calme du regard, essayant de se contrôler. Il ne réagit d'aucune façon à son apparence menaçante. Le jeune guerrier se contenta de fermer les yeux et de soupirer lourdement, fatigué de cette conversation. Remettant l'épée dans son fourreau, le maître fut immédiatement d'accord avec le majordome, s'excusant à contre-cœur auprès de l'impudent Scott. Le soldat a conduit le gars dans les escaliers, l'avertissant de faire attention à ses manières, car le seigneur, contrairement à lui, était un homme strict. En entendant la réaction lente, Ran montra à nouveau les dents, voulant en finir avec ce type à la première occasion. 3 paires de pieds marchaient lentement dans le couloir, tandis que leurs pas étaient étouffés par le tapis rouge sous leurs pieds. En s'approchant d'une des portes, l'homme annonça d'une voix forte au monsieur que Scott était arrivé des ruelles. Une voix douce et bon enfant s'est fait entendre depuis la salle, appelant l'invité tant attendu à le rejoindre. Ouvrant la porte, le nouveau chef commença à saluer le seigneur, mais se figea soudain dans la stupeur sans terminer sa phrase. Le jeune homme abasourdi regarda l'homme assis sur la chaise, n'osant pas croire que c'était le seigneur. Sortant de sa stupeur, le type salua poliment le seigneur, tandis que le soldat était surpris de ses manières. Scott a immédiatement répondu qu'il s'était un peu entraîné pour être digne d'être en sa présence. Souriant, Lord Timon von Phil répondit qu'il était plutôt doué pour se faire passer pour un chevalier. En examinant l'homme, le garçon n'a pas reconnu le seigneur qu'il a connu autrefois, car il se souvient qu'il était accro à des substances. Il s'avère que son apparence montre désormais à quoi il ressemblait avant qu'il en devienne accro. L'apparence n'avait pas d'importance, car c'était toujours le même aristocrate, et le livre de comptes envoyé au duc Valentius l'achèverait pour moi. Par conséquent, pour l'instant, il veut détourner son attention, tandis que Timon a remarqué que le gars n'a pas honoré Ran avec une telle courtoisie. Ce à quoi Scott, se levant de ses genoux, répondit « Est-il vraiment possible de traiter le maître et ses serviteurs de la même manière ?» Puis il toucha son cœur de la main droite, déclarant fermement qu'il voulait entrer à son service. Ran, stupéfait, rugit de surprise tandis que le seigneur souriait, disant que le soldat avait un nouveau rival. Il remarqua que son jeune invité visait loin, mais il décida de préciser s'il était vraiment jeune, au cas où il aurait du sang de gnomes ou d'elfes. Contrairement à ce qu'il pensait, le garçon a répondu qu'il avait 13 ans cette année, ce qui a beaucoup surpris les deux hommes. Ensuite, Timon a dit que cela n'avait pas d'importance, surtout maintenant que le gars s'est présenté volontairement à eux. Il se leva lentement du canapé et, mettant ses mains dans ses poches, commença à faire le tour de la table, s'approchant lentement de Scott. Soudain, le regard du seigneur se durcit, car le garçon demandait à le servir tout en causant trop de dégâts à ses biens. À chaque seconde, le visage de l'homme devenait plus amer, car il voulait entendre des explications claires. Le garçon assura calmement que c'était pour son bien, mais il ne fit pas vraiment confiance aux paroles de son nouvel invité. Le seigneur pensait d'abord qu'il était plutôt intelligent, mais il semblait que le garçon ne comprenait pas comment fonctionnait ce monde. Ran est entré dans la conversation, demandant au monsieur la permission de se débarrasser immédiatement du type ennuyeux. Soudain, Scott demanda s'il savait que le duc Valentius avait commencé à lutter contre la distribution de substances et le trafic de cadavres. Les soldats, stupéfaits par de tels discours, n'ont d'abord pas cru à l'histoire du garçon, exigeant des explications détaillées. Scott a déclaré que Madame Valentia avait visité le domaine du seigneur il y a quelque temps et que ses gens lui en avaient non parlé. Et le gars voulait juste tout nettoyer pour lui avant que ça ne devienne un désastre, et même si Timon décidait de vérifier, il ne trouverait rien. Le seigneur en a entendu parler,
Lors de la cérémonie de majorité de leur plus jeune fille, ils ont prévu quelque chose de grandiose. Ran a dit au maître que le garçon lui parlait, et qu'il y avait beaucoup de bordels à Valentino, donc il ne ferait pas ça. En entendant son discours, Timon s'est mis en colère et a montré les dents. Après quoi, avec un rugissement, il a forcé le soldat à un silence absolu. Il s'est ensuite calmé, qualifiant l'approche du garçon de primitive, mais si cette histoire était vraie, alors elle devrait être encouragée. Le jeune guerrier voulut le remercier, mais Timon l'interrompit, voulant s'assurer d'autre chose. De retour au canapé et allumant une pipe, il s'intéressa à l'esprit qui était sous le contrôle du garçon. Puis son visage retrouva son sourire colérique, voulant savoir s'il avait volé le loup de la pierre spirituelle. Soudain, Scott se figea sur place, n'ayant aucune idée d'où ni comment le Seigneur avait pu obtenir de telles informations. Puis le gars sentit la présence de son compagnon à côté de lui, qui décida de partager une partie de son pouvoir. À cette même seconde, le garçon fut capable de voir Timon à travers les yeux d'un loup, ce qui le fit ouvrir les yeux de surprise. Devant lui, à l'intérieur du Seigneur, il vit un cœur humain, enveloppé d'une énergie démoniaque maudite. C'était un cercle fait d'énergie démoniaque. C'est pourquoi Scott a d'abord pensé qu'il était un magicien noir. Les démons ne prêtent jamais leur pouvoir sans sacrifice, et un mage de deuxième niveau est de toute façon un tueur. Il se souvint immédiatement de deux bandits qui voulaient s'emparer du cadavre de sa sœur et le vendre plus cher à toutes sortes de pervers. Il se souvenait également des frères Randers, qui envisagèrent de vendre le cadavre du propriétaire du mana pour beaucoup d'argent. Et puis, le jeune guerrier comprit que c'était le Seigneur qui achetait les cadavres des envahisseurs. C'est pourquoi il fronça les sourcils à ce moment précis. Il pensait qu'il y avait un magicien noir derrière lui qui le soutenait. À cause de ses pensées, Scott maudissait le loup. Timon décida de lui donner une réponse à la hâte, mais le garçon décida de s'en sortir en faisant semblant de ne pas comprendre la question. Réalisant qu'il n'obtiendrait pas de réponse de la part du type, le Seigneur ordonna à son soldat de dégainer son épée, forçant une réponse par la force. Le garçon fit appel à Moonwolf, réalisant que les choses allaient mal et qu'avec sa force actuelle, il ne serait pas capable de les vaincre tous les deux. L'esprit de la bête qui apparut derrière lui rugit immédiatement, libérant une vague d'énergie puissante, démontrant sa force. Avec une expression pensive sur son visage, Timon nota brièvement que l'esprit de la bête était bien le seigneur de la forêt. Soudain, l'homme aux cheveux roux montra à nouveau les dents et jura brutalement, essayant de savoir quoi faire. Il s'est rendu compte que puisque tout s'était passé ainsi, rien ne pouvait être fait et qu'il avait un besoin urgent de trouver un nouveau sujet de test. Ces mots rendirent le jeune homme tendu, pensant que le Seigneur voulait l'utiliser comme sujet de test à la place du loup. Il voulait savoir auprès de Ran quelle était la force du garçon, et entendit immédiatement la réponse selon laquelle il atteindrait bientôt le deuxième niveau. Le soldat a ajouté que soit il était issu d'une famille noble, où il avait été formé à l'utilisation du mana depuis son enfance, soit il était un génie. Après avoir examiné le gars, il s'est rendu compte qu'il n'avait aucun moyen d'apprendre cela par lui-même, car pas un seul fil de mana ne s'écoule et la circulation est assez stable. Le maître était sûr que quelqu'un lui avait appris cela, mais le seigneur décida de le vérifier personnellement en posant une question. Le jeune homme ne pouvait pas décider s'il devait inventer quelqu'un qui le formerait, car il ne le croirait pas s'il insistait pour qu'il se forme lui-même. Une fois sa décision prise, le garçon a révélé qu'il avait été formé par ses défunts parents avant de venir à Phil. Il a dit qu'il avait appris cette technique de respiration dès l'enfance, que progressivement sa force avait augmenté et qu'il avait réalisé que c'était spécial. Timon, quant à lui, fronça les sourcils, incrédule, essayant de déterminer s'il s'agissait d'un mensonge bien caché ou de la vérité. Scott savait qu'il ne pourrait pas le découvrir, car ils acceptaient alors des réfugiés de partout pour que les envahisseurs puissent en profiter. En conclusion, le jeune homme a agité les mains et a ajouté que le fait qu'il se tenait devant lui ne faisait que prouver la véracité de ses propos. Le Seigneur s'affaissa sensiblement et prit une apparence impassible, digérant soigneusement les informations dans sa tête. Tirant paresseusement une bouffée de sa pipe, le Seigneur répondit calmement qu'il le croyait, ce qui était bien plus simple que ce à quoi le type s'attendait. Mais soudain, le visage de Timon s'éclaira d'un sourire narquois, voire sinistre, et d'une déclaration selon laquelle il avait, après tout, clarifié les détails. Scott leva les yeux, n'ayant pas la moindre idée de qui, selon le Seigneur, pourrait clarifier les détails qui l'intéressaient. Après une autre bouffée, l'homme d'une voix calme a invité le garçon à vivre dans le domaine pendant un certain temps. Son raisonnement était que le type avait tué le loup et que les choses avaient en mal tourné, il devait donc rejeter la faute sur quelqu'un. Le jeune homme était surpris que quelqu'un soit blâmé, car il s'agissait d'un des membres de l'organisation mentionnée par le loup. Si le Seigneur avait peur de lui,
alors il devait s'agir d'une sorte de magicien noir effrayant. Et dans le cas de Scott, c'était un signe de danger. Après s'être figé pendant quelques secondes, il entendit à nouveau la remarque selon laquelle la réponse à la question manquait à nouveau. Le Seigneur a ajouté que si le gars voulait servir avec lui, alors son offre devrait lui plaire. La main sur le cœur, le garçon obéit à l'ordre, demandant s'il serait l'invité d'honneur du Seigneur. Souriant, l'homme acquiesça affirmativement, ajoutant que le garçon devrait faire encore plus attention à ses manières en sa présence. Sans rien répondre, le jeune homme repensa au fait qu'il avait encore un atout caché dans sa manche. Pendant environ 3 jours, les gens du duc détermineront soigneusement si le registre est authentique. Il en faudra encore 3 pour rassembler l'armée punitive, puis 10 sur la route de fil, soit 15 jours au total. S'il a de la chance et que l'invité du Seigneur arrive après tout cela, alors tout devrait s'avérer parfait. Scott décida de savoir quand l'invité arriverait, mais Timon n'était pas pressé de répondre, se demandant pourquoi il aurait besoin de savoir cela. Le jeune homme s'inclina profondément, répondant qu'il avait besoin de comprendre combien de temps il lui restait pour étudier l'étiquette. L'homme aux cheveux roux rit tranquillement, répondant honnêtement que l'invité arriverait dans exactement 1 semaine. Baissant la tête, Scott se mordit la lèvre en signe d'insatisfaction et maudit mentalement, car déjà maintenant tout ne se passait pas comme prévu. Après quelques heures, le garçon s'est finalement installé dans l'une des pièces du domaine et a enfilé des vêtements propres. Il décida de faire un petit exercice, pensant qu'il n'avait que 2 options avant l'arrivée de l'invité. La première est la fuite. Et la seule chose qui rend cette situation agréable est que les envahisseurs auraient déjà dû s'enfuir. Il devrait suivre leur exemple s'il veut sortir d'ici, car contourner le peuple du Seigneur sera un jeu d'enfant. Cependant, s'il est inscrit sur la liste des personnes recherchées, même dans ce cas, rencontrer l'empereur de l'épée sera très problématique. Mais le gars a besoin d'obtenir quelque chose de lui. Il doit donc éviter quiconque peut lui causer des ennuis. Ayant fini d'échauffer légèrement ses bras, il commença à pratiquer des frappes puissantes, coupant l'air devant lui avec ses poings. De plus, la simple pensée de s'échapper le mettait très en colère, ce qui signifie que cette option est totalement hors de question. Même s'il n'a peut-être pas assez de force maintenant, chercher un moyen de vaincre ses ennemis a toujours été sa méthode pour résoudre les problèmes. La deuxième option concerne directement l'invité qui se présentera dans 1 semaine, mais on ne savait pas s'il s'agirait d'une visite officielle. Avant la fin de la conversation, le Seigneur parla de lui comme s'il s'agissait d'une sorte d'aristocrate de haut rang. Cependant, il était clairement visible qu'il n'y avait eu aucune agitation dans la maison à cause de son arrivée, ce qui était très suspect. Il s'agira sûrement d'une visite secrète, car celui qui se tient derrière le Seigneur ne peut pas simplement se montrer en public. Dans ce cas, avant son arrivée, un événement énorme et très marquant doit se produire à fil. Cet événement est nécessaire pour que les gens prêtent attention à cet endroit et ne remarquent pas les véritables intentions du Seigneur. Cependant, si vous créez un événement artificiel dont le Seigneur n'a pas connaissance, il est probable que la réunion soit reportée ou annulée. Le risque était très grand, mais c'était son approche des affaires, et avec ses pensées, le garçon leva la jambe en l'air. En posant son pied sur le sol et en se figeant, le gars s'est rendu compte que pour que son plan fonctionne, il devait devenir plus fort. Après tout, tôt ou tard, il devra encore vaincre le Seigneur et tous ses chevaliers, aussi difficile que cela puisse paraître maintenant. Ayant terminé son échauffement, Scott se sentit vide dans l'estomac et décida qu'il était grand temps de manger. 1 demi-heure plus tard, l'un des hommes attendait que le cuisinier verse de la soupe dans son assiette, mais il en a manifestement trop fait, renversant le contenu. L'homme a immédiatement commencé à se plaindre et à demander ce que le cuisinier regardait, après quoi il s'est retourné avec mécontentement. Accompagné d'un employé de cuisine, le visiteur s'est figé en voyant 2 montagnes de plats empilés les uns sur les autres. Toutes les personnes présentes dans la salle à manger semblaient abasourdies devant l'enfant dévorant de la nourriture avec un appétit inhumain. Les gens l'ont comparé à un nain, à en juger par sa taille, car ils ont un appétit comme celui d'un orque, et ce type n'est pas loin derrière eux. Cependant, Scott n'a résolu que la dissonance avec le manatel, car il lui suffit de bien manger pour que la quantité de mana augmente. Il n'a même pas besoin de prendre de médicaments ou d'herbes. Mais à ce moment-là, il a été dérangé par la voix de quelqu'un. Se retournant paresseusement, le garçon voulut découvrir personnellement qui était si impudent et décida d'interférer avec son repas paisible. Un homme de grande taille vêtu d'une armure d'acier s'est approché de lui, se demandant s'il était un enfant sans abri qui avait appris l'étiquette grâce au chien. Ayant raté une pique assez dure, le jeune guerrier n'accepta que brièvement, provoquant l'irritation de l'homme.
Il n'a pas toléré une telle attitude, demandant au garçon de faire preuve de respect en présence d'un adulte. Après s'être bourré la bouche de viande, Scott a répondu qu'il n'y aurait aucun respect, car il avait décidé de critiquer l'enfant. Après quoi, le garçon commença à le frapper avec un os, essayant de comprendre s'il essayait de le faire rire ou de le défier au combat. Le chevalier resta silencieux, mais le type accéléra ses mouvements avec l'os, poussant l'homme à répondre et l'insultant en cours de route. La dernière goutte de patience a quitté l'esprit de l'homme lorsqu'il a commencé à envoyer des insultes aux jeunes en réponse. Les chaînes ont été arrachées et l'homme enragé a frappé la table avec son poing, la brisant en éclats, faisant voler la vaisselle. Pendant que l'homme tentait de se ressaisir après une telle démonstration de force, un autre militaire l'observait de loin. Le chevalier moustachu décida d'essayer de calmer son collègue, lui prouvant qu'il n'était qu'un enfant qui ne comprenait encore rien. Cependant, il n'eut pas le temps de terminer son argumentation, car une main lourde et forte tomba immédiatement sur son épaule. Le propriétaire de la main s'est avéré être Maître Ran, qui a poliment demandé aux soldats de se taire, voulant voir la suite. Il remarqua que le visage du garçon n'avait pas l'air effrayé ou alarmé, au contraire. Il dégageait une moquerie malveillante. Soudain, Scott se tourna vers le chevalier qui décida de le harceler pour qu'il continue là où il avait commencé. Le soldat a été surpris par un comportement aussi effronté, tandis que le gars leur a demandé s'ils étaient curieux de savoir à quel point il était fort. Le visage rougi de l'homme indiquait qu'il espérait autant qu'il essayait de paraître fort. Se levant paresseusement de table, Scott dit mentalement que bientôt eux-mêmes comprendraient tout. Ou plutôt, le Seigneur comprendrait. Après avoir réfléchi un peu, le jeune guerrier a conclu que c'était Timon qui était derrière tout cela, et qu'il devait d'abord voir son pouvoir. Malgré tout, Scott est quand même sorti en duel avec le chevalier, qui s'est tenu devant l'entrée de la salle à manger, où un groupe de spectateurs s'était rassemblé. Enivré par la confiance en soi et le doux goût de la victoire, Grant décida qu'il remettrait personnellement cet homme impudent à sa place. Le garçon n'était que légèrement surpris qu'il ne se batte non pas avec des épées, après quoi il a demandé s'il le regretterait. En riant, Grant a ordonné au gars de sortir son épée, déclarant qu'il pourrait facilement s'en occuper en une seconde. Le chevalier remarqua également que le garçon n'avait pas peur du tout, et se frottant le cou, décida de commencer à se battre. Sans sortir les mains de ses poches, Scott frappa le sol devant lui, dont l'onde de choc ébranla l'équilibre de Grant. Choqué par un sursaut aussi inattendu, l'homme resta un instant interloqué, croyant faiblement à ce qui se passait, essayant de retrouver son sang-froid. Cependant, il n'y parvint pas du tout, et les yeux exorbités, il rassembla toute sa force et son mana pour une attaque rapide. Levant son bras, enveloppé dans une armure, il tenta d'achever l'homme insolent, mais il s'accroupit brusquement, évitant le coup. Sans réfléchir à deux fois à la tactique ou à l'évaluation de son adversaire, Scott a imprégné sa jambe de mana alors qu'il se balançait sur son adversaire. Sans dépasser la taille, le gars a brusquement secoué sa jambe, essayant de briser les membres inférieurs de Grant. Essayant de comprendre la force et la vitesse de ce garçon, le chevalier stupéfait demanda à travers la douleur s'il avait vraiment le premier niveau. L'homme a été sauvé de la fracture des membres grâce au mana qu'il a injecté dans ses jambes. Et avec quelques efforts, il a pu maintenir son équilibre. En raison de la colère et de la méchanceté, le mana de l'homme a acquis une teinte rougeâtre qui entourait ses jambes, voulant renforcer le propriétaire. Les émotions et les pensées de l'homme étaient mélangées, l'empêchant de penser sobrement, mais il ne savait qu'une chose, il ne pouvait pas perdre comme ça. En regardant l'expression étrange sur le visage de l'homme, Scott fut surpris de penser que son adversaire n'était pas si simple. Incapable de penser à quelque chose de mieux, Grant décida d'attaquer directement de front, joignant les mains et les levant pour une autre attaque. Le jeune héros réagit instantanément, remarquant l'attaque à temps et glissant littéralement sous les pieds du chevalier. L'inertie était suffisante pour se retourner et se remettre rapidement sur pied, ne laissant aucune chance à l'ennemi de manœuvrer. L'homme n'en croyait pas ses yeux lorsqu'il aperçut son adversaire derrière lui, sain et sauf. À ce moment-là, alors que l'homme réfléchissait, il n'a pas perdu de temps et s'est immédiatement envolé dans les airs, réduisant ainsi la distance. Avant que le chevalier n'ait eu le temps de reprendre ses esprits, il sentit qu'un enfant était déjà assis sur son cou, lui saisissant fermement la tête. Il ne pouvait pas comprendre quand le garçon avait réussi à faire cela, mais il leva les yeux avec peur lorsqu'on lui demanda de ne pas avoir peur, car il ne serait pas tué. Un grand cri transperça tout autour, même les oiseaux assis sur les arbres à proximité s'envolèrent instantanément, s'éloignant du bruit. Pendant que Scott se frottait les mains avec contentement, debout au-dessus du chevalier vaincu, les gens semblaient abasourdis et discutèrent de l'issue de la bataille. Les spectateurs n'ont pas quitté des yeux le garçon sévère, qui s'est arrêté, cherchant quelqu'un dans la foule.
Ayant trouvé une certaine personne, il croisa son regard. Rin lui répondit avec la même expression amère sur son visage. Ils se regardèrent pendant plusieurs secondes, après quoi le maître ne put le supporter et, se détournant, quitta le lieu du duel. Cependant, Scott était satisfait du résultat, car il a délibérément vaincu le chevalier devant tout le monde, sans compter sur le pouvoir du Moonwolf. En regardant comment le chevalier inconscient avait été emporté, le garçon pensa que tout le monde ne pouvait pas faire cela, et maintenant le seigneur n'oserait plus le chasser. Et dans l'ensemble de tous les facteurs, cela signifie que les chances de succès de son entreprise sont considérablement augmentées. Soudain, le jeune héros ressentit une vive douleur momentanée dans son corps et sentit sa force le quitter rapidement. Sa tête a commencé à tourner, et le monde semblait nager devant ses yeux. Et sans rien comprendre, le gars a commencé à tomber lentement. À mi-chemin du sol, le gars s'est figé, debout sur une jambe, parvenant à réagir à temps et à maintenir son équilibre. Légèrement effrayé et tournant la tête, le garçon réfléchit à ce qui était attendu. Il en fit trop dans la bataille. Cependant, c'était le seul moyen de surmonter la différence entre leurs niveaux et d'utiliser le mana lorsque Scott le prit par surprise. De retour à sa position de départ, légèrement accroupi, le jeune homme réalisa que dans sa vie antérieure, cela lui aurait été difficile. Ensuite, la récupération physique du Manatel s'est produite plus rapidement. Mais il y a eu des situations où elle a ralenti. Cependant, maintenant que le Manatello s'est parfaitement uni au corps du garçon, cela ne devrait plus se reproduire. Entourant son corps de mana et souriant, le gars pensait que même un entraînement supplémentaire était plus facile. Et serrant fermement son poing, il était fermement convaincu qu'il serait certainement capable de devenir plus fort qu'avant. Le lendemain, le petit déjeuner était en préparation au domaine, et Scott s'assura que le seigneur était réellement derrière ce qui s'était passé. Timon s'est rendu compte qu'il avait sous-estimé le garçon et, à son tour, il était reconnaissant pour la confiance et le fait qu'il ait été testé. Après s'être assise à table devant le propriétaire du domaine, la servante lui déposa une assiette de nourriture que le type regarda d'un air gourmand. En souriant, le seigneur dit que ce steak était à base de veau, mais il y a encore beaucoup de plats, donc il peut se rassasier. Le jeune héros sourit maladroitement et essaya de refuser, disant qu'à son avis, c'était trop pour le petit déjeuner. Le seigneur fut surpris, car il lui semblait que sa force surhumaine, capable de rejeter le chevalier, était due à un bon appétit. Souriant, le garçon décida de se justifier en disant que Grant s'était simplement comporté de manière trop négligente et avait perdu. L'homme veut ardemment voir ce qu'il deviendra dans le futur et regrette de ne pas avoir de professeur capable de former un tel génie. Scott savait que la plupart des chevaliers mentionnés s'étaient élevés seuls, sans professeur. En coupant un énorme morceau de viande, le gars a conclu qu'en fin de compte, tout son pouvoir venait de Dieu. En réfléchissant, le seigneur devina que le gars avait étudié l'histoire et l'étiquette à table et qu'il n'était clairement pas un roturier. En mangeant soigneusement sa nourriture, Scott pensa avec contentement qu'il avait appris tout cela dans une vie antérieure. Timon a remarqué que dans l'Empire et dans les États environnants, les aristocrates aux cheveux noirs et aux yeux noirs sont rares. Souriant malicieusement, le seigneur dit que si l'on prend en compte cet endroit, alors il a quelques considérations. Mâchant silencieusement la viande, le garçon, avec un regard calme, essaya de comprendre de quel endroit l'homme parlait. Et c'est seulement maintenant qu'il commençait à comprendre ce que voulait dire cet homme. Parce qu'il ne savait pas que le garçon se révélerait si précieux. L'homme a clairement fait savoir qu'il lui expliquerait tout, car il était très heureux d'avoir entendu parler de Scott, hier. Fronçant les sourcils, le héros pensa que même s'il ne savait rien, il était certain que ce salopard allait devenir accro. Vraisemblablement, il se contente du pouvoir du cercle, mais il est impossible de prédire quand le démon le réclamera. Parce que dans une vie antérieure, cette personne s'est détournée de lui et a pris le cercle, ce qui a finalement brisé le seigneur. Timon a beaucoup aimé l'idée de maintenir l'intrigue jusqu'au bout. Il a donc seulement demandé d'attendre la rencontre. Après tout, c'était une personne tellement incroyable qu'il est difficile de l'imaginer. Et il trouverait certainement une excellente utilité pour Scott. Acceptant temporairement ces règles du jeu, le garçon s'inclina et remercia l'homme pour cette précieuse opportunité. Alors que le déjeuner approchait, le jeune héros se tenait dehors, avec un froncement de sourcils, prenant le temps de réfléchir pleinement à sa conversation avec le seigneur. Afin de ne pas éveiller des soupçons inutiles, il était sur le terrain d'entraînement et, pendant l'entraînement, raisonnait. Il était profondément préoccupé par l'homme et l'organisation. Mais cela ne servait à rien de s'y attarder maintenant. Rai est légèrement plus fort que le seigneur, mais leur niveau est similaire, pour autant que l'on puisse le déterminer en comparant un magicien et un utilisateur de mana. C'est pour atteindre la deuxième étape de sa vie antérieure que le garçon a consacré beaucoup de temps.
Mais maintenant, ce sera plus facile. Passant aux pompes et à l'exécution de la série suivante, après avoir estimé le délai, le gaz a décidé que 6 jours suffiraient. 3 jours plus tard, toujours sur le même site, l'oiseau se pose sur un appareil de dressage troué et complètement cassé. Le corps de Scott était encore petit, mais il sentait définitivement qu'il était devenu beaucoup plus fort en quelques jours. En fonçant avec son poing, il a constaté qu'en plus de sa force, sa flexibilité augmentait également, et qu'il pouvait mieux bouger que dans sa vie précédente. Cependant, lorsque le garçon a recommencé à travailler sur les bases, il a découvert qu'être un voyou était assez problématique. Il se souvint que dans une vie antérieure, il voulait devenir grand et fort, et que le manatello, qui était lié au subconscient, voulait également la même chose. Il a réagi en étant en harmonie perturbée avec mon corps trop gonflé, ne produisant pas une force maximale. Mais maintenant, il était heureux qu'il ne soit pas nécessaire de devenir si énorme, car désormais cela n'affecte en rien sa force. Soudain, le gars entendit les voix de 2 chevaliers derrière lui, qui, le voyant, se souvinrent de la façon dont il avait frappé Grant à la jambe. Voyant son air calme et légèrement insatisfait, ils commencèrent à murmurer qu'ils reviendraient une autre fois. Le garçon les remercia doucement d'avoir trouvé leur chemin tout seul, sans avoir à expliquer où se trouvait leur place. Pendant ces 3 jours, Scott n'a fait que s'entraîner et manger, sans prêter attention à rien. Par conséquent, ne voyant rien de nouveau et de surprenant, les gens, après un certain temps, ont perdu tout intérêt pour cela. Cependant, aujourd'hui était un jour spécial, car malgré la retraite des soldats, un homme qu'il connaissait marchait vers lui. C'est Crâne, entièrement blindé, qui a dit avec une expression mécontente qu'il savait qu'il pourrait trouver le type ici. D'un air calme et absolu, le garçon demanda ce qu'il devait à la visite personnelle du commandant. Il était clair que l'homme n'aimait pas tout cela, mais il a ordonné au gars de le suivre, car le maître lui avait ordonné d'être armé. En regardant l'épée du commandant qui était entourée de mana, Scott pensa joyeusement que le moment était enfin venu. Au bout d'un moment, ils ont attendu que l'un des hommes ouvre l'entrée de l'armurerie, et Crane a déclaré que l'homme appréciait beaucoup ce type. Il lui a également demandé d'être reconnaissant. Mais le héros n'a pas écouté, inspectant nonchalamment la pièce à la recherche d'une arme décente. Tournant la tête, il essaya d'examiner attentivement les éléments de l'armure et de trouver quelque chose qui lui conviendrait parfaitement. Le garçon commença à scruter l'armure lourde, qui semblait assez chère, mais qui ne lui conviendrait certainement pas. En examinant les râteliers d'armes, le gars remarqua que parmi les épées, il n'y avait rien de tel qu'une masse ou une hache de combat. Avec un profond soupir, on réalisa qu'il n'y avait aucun espoir de revenus supplémentaires et qu'il serait difficile de trouver des armes. Il cria alors joyeusement, demandant au commandant s'il pouvait avoir une épée semblable à celle accrochée à sa ceinture. L'homme sourit sarcastiquement, sortant son épée et demandant si son arme ressemblait vraiment à un bien de consommation. L'épée était un artefact précieux appelé Sorrow, et il était conseillé au garçon de ne pas regarder au-delà de son niveau. Scott ne pouvait même pas imaginer, et ne voulait pas, combien de sang et de sueur avaient été nécessaires à la création d'une telle épée. Cependant, il ne pouvait pas se permettre de laisser une telle remarque du soldat passer inaperçue, c'est pourquoi il fronça les sourcils et prit une profonde inspiration dans sa poitrine. D'une voix légèrement menaçante, le garçon dit que si c'est une question de niveau, alors cette épée lui convient clairement mieux. Ne voulant pas garder le silence, il ajouta qu'un guerrier talentueux devait avoir une bonne arme, également pour le bien-être du seigneur. Ces mots suffisaient à mettre à nouveau l'homme en colère, et il, serrant les dents, essaya de ne pas tuer le garçon pour le moment. Un cri de colère venant des profondeurs de l'armurerie fit sursauter les 2 gardes. Scott a dit que s'il n'aimait pas ces mots, alors pourquoi ne se battent-ils pas pour découvrir qui est le plus fort? À la surprise du chevalier, le jeune héros saisit fermement la pointe de l'épée à main nue, la portant à son cou. Après quoi, les yeux du gars se sont illuminés d'excitation lorsqu'il a dit que s'il perd, le capitaine peut lui couper la tête. Ce comportement a provoqué une rage bestiale chez l'homme, qui ne pouvait pardonner une telle impudence de la part de l'enfant. L'esprit du chevalier devint trouble, et il balança son épée, attaquant le garçon, sans penser à la punition ou aux conséquences. Un fracas et des cris d'enfants ont été entendus depuis l'armurerie, ce qui a fait sursauter les gardes et la servante. L'un des soldats a collé son oreille à la porte en entendant le garçon s'excuser auprès du commandant et lui promettre de mieux se comporter. Après quoi, la porte s'ouvrit lentement et le visage d'un enfant, couvert d'ombre, apparut devant le visage du gardien. Quand le gaz est sorti, tout le monde a regardé avec choc son visage et son corps battu, couvert de contusions, appuyé sur une épée enveloppée. Les hommes ont immédiatement commencé à chuchoter que Khan avait traité l'enfant de cette façon, et il semblait que ces rumeurs étaient vraies.
Un autre soldat a commencé à dire que le commandant ne faisait pas confiance à ce garçon, car il serait le prochain commandant. La servante était inquiète, remarquant qu'il n'aurait toujours pas dû faire cela, car le garçon était encore très petit. N'écoutant pas leur bavardage, Scott entra péniblement dans le domaine, boitant et s'appuyant sur son épée, rencontrant deux servantes en chemin. Les femmes étaient sincèrement choquées par son apparence, se demandant avec inquiétude qui pourrait le battre ainsi. Le gars a répondu lourdement que le commandant lui avait dit qu'il lui donnerait une arme. Alors il l'a poursuivi. Et voici comment cela s'est passé. N'osant pas retenir le garçon, ils l'ont laissé passer plus loin pour qu'il puisse se reposer et lui faire savoir s'il avait besoin de quelque chose. Le soir même, le seigneur était assis dans le salon, lumières éteintes, tandis que le majordome versait du vin dans son verre. Examinant tranquillement le liquide rouge foncé, Timon décida de demander aux domestiques ce qui était arrivé aux victimes. Souriant, l'homme aux cheveux gris se pencha légèrement, répondant qu'ils étaient tous complètement à leur disposition désormais. Il se demanda s'il s'agissait encore des cadavres du gang des loups, ce à quoi le majordome hocha la tête par l'affirmative. Le seigneur renvoya son serviteur, pensant que le garçon allait bouleverser les envahisseurs. Il ne pouvait pas comprendre les pensées et les motivations de Scott, mais il décida qu'il ignorerait ce genre de petites choses pour le moment. Après tout, dans quelques jours, dès que le pédigré du gars sera confirmé, la voie du succès s'ouvrira pour lui. La main du seigneur trembla légèrement lorsqu'il se souvint qu'il n'y avait qu'un seul, mais grave problème. S'il s'avérait qu'il appartenait à la mauvaise famille, alors lui, le chef du loup, devrait en payer un prix terrible. Mais cela ne devrait pas arriver, compte tenu de ses habitudes et de ses connaissances. Timon est sûr d'être issu d'une famille respectée. Il est impossible de vaincre un chevalier à un si jeune âge simplement en étant talentueux. Cela n'est possible que s'il a étudié la technique de cette famille. Mais l'un des éléments de preuve les plus importants était précisément que le garçon avait les yeux et les cheveux foncés, confirmant les suppositions. Se levant du canapé et se dirigeant vers son lit, l'homme fatigué était sûr qu'il s'agissait d'une preuve solide. Prenant une position allongée confortable, il exprima avec quelle impatience il attendait avec impatience de rencontrer cette même personne. Fermant les yeux, l'homme essaya de s'endormir. S'endormant lentement, mais quelque chose le dérangeait constamment. Les sons désagréables et ennuyeux de la magie d'avertissement commencèrent à retentir de plus en plus souvent, ce qui fit froncer les sourcils à l'homme. Se levant, le seigneur lui saisit la tête, se plaignant du bruit de son serviteur, et le son de la sirène ne s'éteignit pas. Incapable de le supporter, il cria bruyamment au majordome de simplement le sacrifier pour que la sirène se calme. Cependant, il n'y eut pas de réponse. Timon sentit seulement quelqu'un s'approcher rapidement de lui. S'essuyant et ouvrant les yeux, ses pupilles reflétaient la silhouette d'un garçon avec une épée à la main, courant droit vers lui. Un instant plus tard, le corps du seigneur fut transpercé par l'épée enchantée du capitaine Han, qui portait ironiquement le nom de Tristesse. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent de surprise, et un filet de sang jaillit de sa bouche, car il ne pouvait pas s'attendre à une attaque aussi ignoble. Tenant fermement la poignée de son épée, Scott, debout au-dessus de l'homme, dit au maître que son châtiment céleste était arrivé. Cependant, l'homme ne pouvait pas comprendre ce que disait le garçon, car son corps était saisi de douleurs brûlantes et de crampes. Le cœur profondément transpercé du Seigneur commença à s'effondrer et à libérer une sombre énergie démoniaque dans la nature. Une fois l'acte accompli, Scott quitta la pièce et Timon passa le reste de la nuit dans son lit, l'épée dépassant de sa poitrine. Dès que le soleil s'est levé sur le domaine, un cri féminin déchirant s'est fait entendre, ce qui n'augurait rien de bon. La fidèle servante, qui ouvrit la porte de la chambre du Seigneur, se figea d'horreur et trembla en mettant ses mains à sa bouche. Les domestiques de toute la maison commencèrent à s'approcher d'elle, regardant la femme abasourdie qui tentait de faire appel au maître. Après avoir découvert le cadavre, quelques heures se sont écoulées et les chevaliers rassemblés dans la pièce ont décidé que c'était l'œuvre d'un magicien noir. Ram ne croyait pas ces paroles, mais on lui dit que le prêtre était déjà entré et lui avait rapporté qu'il avait remarqué une énergie démoniaque. Phil's Order Night. Glenn a ajouté que le département d'enquête impériale se rendrait bientôt ici. Un autre chevalier décida de demander pourquoi le corps était dans un tel état, comme s'il était mort depuis quelques semaines. La réponse était la théorie selon laquelle le magicien noir avait délibérément fait pourrir le cadavre dès la mort du Seigneur. Tous les hommes présents ne purent longtemps regarder le visage déformé de monsieur, les yeux fixés sur le sol. Glenn se demanda pourquoi le maître avait fait ce choix, échangeant son pédigré et son honneur pour être tué. À haute voix, il décida seulement de conclure qu'il n'apprendrait rien du mort et qu'il ne leur restait plus qu'un problème.
En regardant l'arme du crime, ils ont immédiatement réalisé qu'il s'agissait d'une épée similaire à celle que brandissait le commandant. Tous les chevaliers pensèrent la même chose, mais ne croyant pas que Ran, qui était son bras droit, aurait pu faire cela. Soudain, un soldat potelé a crié, se rappelant que ce garçon brillant avait rencontré le seigneur en personne. Ils discutèrent du fait qu'il pourrait devenir le prochain commandant. Et Ran n'aimait probablement pas cela. Alors, il s'est mis en colère. En entendant cette théorie, on lui a dit que c'était une raison trop faible pour qu'il en devienne fou. Cependant, même si tout était ainsi, ils étaient intéressés par la question de savoir où se trouvait actuellement le commandant. Soudain, Glenn a dit que nous ne pouvions pas tout laisser tel quel et que nous devions faire une petite enquête. Au bout de 20 minutes, plusieurs gardes ont commencé à se promener dans le domaine, interrogeant toute personne susceptible d'avoir des informations. Ils interrogèrent d'abord les servantes qui avaient rencontré le garçon, puis ils descendirent à l'armurerie et interrogèrent les gardes. Après que les histoires de chacun eurent été entendues, le chevalier, un morceau de papier à la main, essaya de reconstituer le puzzle. Les servantes et les chevaliers qu'il interrogea répondirent tous à l'unanimité qu'ils avaient vu Scott et que le commandant l'avait battu. Alors qu'il se trouvait à la caserne, il a dit à ses camarades que tout le monde désignait la même personne. Par conséquent, Glenn a pris une décision sans équivoque et a demandé à appeler le garçon ici pour un autre interrogatoire. Une demi-heure plus tard, le gars a dit au chevalier qu'hier il avait suivi le commandant parce que celui-ci lui avait demandé de choisir une arme. L'homme, soupirant lourdement, examina l'homme battu et écouta attentivement l'histoire, essayant de ne rien manquer. Baissant la tête, Scott a continué à déclarer qu'il ne s'attendait pas à ce que le commandant commence soudainement à le battre et qu'il n'a jamais reçu d'arme. Incapable de le supporter, l'homme a soudainement claqué bruyamment la table, forçant le gars à se taire et à faire attention à lui. Le chevalier s'écria qu'ils avaient déjà examiné le coffre-fort et trouvé des traces indiquant que le capitaine était là, mais qu'il était parti. Cependant, personne dans le domaine ne l'a vu. Il a simplement mystérieusement disparu après avoir rencontré le garçon. Regardant attentivement le visage meurtri de l'enfant, Glenn demanda s'il était vrai qu'il ne l'avait jamais revu. Se faisant passer pour une victime, le gars a désespérément nié avoir rencontré le capitaine, essayant d'avoir l'air aussi convaincant que possible. Cependant, le soldat ne s'est pas calmé et a demandé si le garçon avait remarqué quelque chose de spécial dans son comportement. Scott était catégorique, répondant que le commandant n'était pas satisfait de la décision du seigneur de l'embaucher. Mais ils ne se sont pas rencontrés par la suite. L'histoire du jeune héros correspondait parfaitement aux paroles des serviteurs. Le soldat n'avait donc plus le droit de le retenir. Cependant, le jeune homme a demandé ce qui lui arriverait, car le Seigneur lui a dit qu'il lui assurerait un bel avenir. Glenn a calmement pris en compte cette phrase apparemment discrète, mais n'a fait aucun commentaire. Après avoir réfléchi un instant, il conseilla au garçon de venir ici demain matin. Mais pour l'instant, il pouvait être libre. Après quoi, le gars a été effrontément expulsé de la porte, qui a claqué bruyamment derrière lui. L'homme qui a interrogé Scott était un chevalier local, et donc un type méchant, mais il ne se souvenait pas de son visage. Il était possible qu'il l'ait simplement oublié, mais il se souvenait clairement de la façon dont il les avait complètement vaincus. C'était très étrange qu'il ait appelé le garçon, car il avait déjà témoigné. Alors maintenant, il ne devrait pas baisser sa garde. Le lendemain, Scott est apparu au même endroit, où un sac gisait sur la table devant lui et un jeton à côté. C'était un insigne de mercenaire et de l'argent que le garçon ramassa et regarda avec surprise, sans rien comprendre. Un roturier doit être un mercenaire ou un marchand pour se déplacer librement, bien qu'il ne s'agisse que d'un jeton mercenaire de niveau C. Glenn a décidé de donner une recommandation personnelle au gars, et le garçon se demandait pourquoi on lui avait donné cela. L'homme lui a conseillé de ne pas gaspiller son talent et de partir en mer pour acquérir une expérience de vie. Le garçon pensait que ce chevalier aimerait se conseiller de la même manière, mais il ne pouvait pas le permettre. Il était clair que les objets remis impliquaient l'obligation de quitter le domaine, à en juger par l'apparence amicale du soldat. Souriant intelligemment, le garçon a sincèrement remercié l'homme, lui disant qu'il envisageait également de partir d'ici bientôt. Après tout, si un magicien noir se présentait, cela signifie que la famille impériale se mettra définitivement au travail. Même si Scott arrêtait le mouvement de cet homme par ses actions, l'équipe d'enquête du duché ne viendrait probablement pas. Et tandis que le garçon discutait avec le chevalier, sous la table, il toucha adroitement la bague que Chloé lui avait offerte un jour. En même temps, il a décidé lui-même qu'il devait y aller lui-même, car ce serait beaucoup plus fiable. Satisfait de la réponse du type, le moustachu a demandé à se souvenir de lui dès qu'il y parviendrait. La question soudaine a stupéfié le soldat lorsque le garçon a décidé de lui demander quel était son nom.
Légèrement embarrassé, le chevalier déclara qu'il s'appelait Glenn Riverty, mais qu'il pouvait simplement l'appeler Glenn. Souriant, le garçon cria avec confiance que lui aussi devrait se souvenir de son nom avant de se séparer. Après un certain temps, le gars a erré seul dans la ville, essayant d'élaborer un autre plan d'action. Tournant la tête, il regarda à nouveau le domaine, disant que maintenant que le seigneur et le commandant ne sont plus là, Glenn va avoir du mal. Scott avait honte devant lui, car ils ont besoin de magiciens spécialisés dans le suivi des traces pour atteindre le commandant. Et le gars qui a fait tous ces sales tours s'en va tout simplement, laissant les problèmes non résolus, mais rien ne peut être fait. En vérifiant le jeton de mercenaire dans sa poche, il sut qu'il pouvait l'utiliser pour louer un cheval à la guilde. En entendant les pensées du gars, un caillot d'énergie jaillit instantanément de sa poitrine, qui prit lentement forme. Quelques secondes plus tard, un loup argenté se tenait devant le jeune homme, entouré de mana bleu, la queue remuant. Scott a tout de suite compris le désir de l'esprit de devenir une monture. Mais le chemin s'annonce difficile et long. Il est très difficile pour une personne de monter sur le dos d'un loup, car en moins de 10 minutes, elle peut être retournée. Seules des créatures comme les orques, dont le sens de l'équilibre est perturbé, sont capables d'un si long voyage. Cependant, le noble compagnon n'a pas eu à convaincre longtemps le propriétaire, et il l'a immédiatement monté. Prenant une position confortable, le jeune héros remarqua que dans sa forme physique, le loup était beaucoup plus petit que son corps spirituel. Les esprits prennent la forme la plus grande, mais dans un corps physique, leur taille dépend uniquement du niveau de l'invocateur. Le gars a saturé ses mains de mana et a touché la fourrure de l'animal, essayant d'entrer en contact direct avec lui. En ouvrant les yeux, il remarqua qu'il se trouvait dans un autre espace, assis sur un compagnon visiblement plus âgé. Soudain, le loup commença à lui parler, lui conseillant avant tout de synchroniser leurs âmes et leurs sensations. Fermant les yeux, le gars décida de faire exactement cela, concentrant son mana pour se synchroniser avec le Moonwolf. Ayant ressenti tout ce que l'esprit ressentait à ce moment-là, l'invocateur de 2e niveau a utilisé la capacité de connexion de l'âme. Après quelques secondes, il ouvrit les yeux, revenant à la réalité, examinant attentivement son ami à 4 pattes. Scott remarqua immédiatement le corps du loup, qui devint instantanément plus grand. Une fois dans une vie antérieure, il a demandé à Astina ce qu'un invocateur pouvait faire d'autre s'il pariait encore plus fort. Il s'est avéré que tout dépend du niveau, mais ces caractéristiques affecteront clairement la forme physique de l'esprit. Le gars était personnellement convaincu que son compagnon était devenu de plus en plus fort et comprenait également comment les caractéristiques affectent l'esprit. Hésitant légèrement, le gars ne s'attendait pas à un coup sec de la part de son camarade qui l'emporta en avant d'un pas vif. Moonwolf était également satisfait de son nouveau pouvoir et voulait montrer à son invocateur de quoi il était capable. Après un certain temps, le jeune héros réalisa que tous ses sens étaient devenus considérablement aiguisés et que tout cela contribuerait à raccourcir le temps de trajet jusqu'à Envandor. Mais ce qui était encore plus important, c'était qu'il serait désormais capable de parcourir de longues distances beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Le gars a même eu un léger espoir d'arriver à Karun, où le premier malheur s'est produit. Dans sa vie passée sur le continent, de nombreux malheurs se sont succédés, comme pour préfigurer l'apparition de l'armée du roi démon. Ensuite, tout a commencé avec la disparition de l'objet divin à Karuna, ce qui signifie qu'il faut d'abord empêcher cela. Il existe 7 joyaux de l'humanité dans ce monde, qui leur ont été généreusement accordés par la grande déesse. Et ces 7 grands objets divins étaient censés être le dernier bastion, mais ils ont été volés la dernière fois. Et maintenant, Scott devait devenir plus fort, éviter le malheur et combattre l'armée du roi démon aux côtés du peuple. Le premier malheur arrivera dans le royaume de la mer, Karuna, et il s'y rendra dès son passage au domaine du duc. Au même moment, debout devant le panneau d'information, les gens discutaient du meurtre du seigneur et envoyaient une équipe d'enquête. Ils pensaient également qu'un magicien noir était derrière tout cela et se demandaient si ce malheur les affecterait d'une manière ou d'une autre. Les 2 hommes qui parlaient décidèrent donc qu'il valait mieux faire attention et se cacher pendant un moment. Cette même nuit, un homme, dont la tête était couverte d'une capuche, se dirigea lentement vers le domaine du défunt seigneur. Les gardes ont immédiatement bloqué l'entrée de l'invité non invité, pointant des lances dans sa direction et lui demandant qui il était. Une voix autoritaire leur ordonna de s'occuper de leurs affaires, puis d'un mouvement de la main, il fit tomber les soldats morts. Après avoir surmonté un obstacle insignifiant, l'étranger s'est avancé sans se retourner vers les gardes et sans craindre d'interférence. Glenn, qui patrouillait à ce moment-là dans le domaine, marchait langoureusement le long du couloir, consultant ses notes. Soudain, il s'arrêta, sentant une sorte d'atmosphère oppressante autour de lui, réalisant que quelque chose n'allait pas. Sans réfléchir, par réflexe,
Le chevalier sortit son épée et, se retournant, la pointa vers la silhouette inconnue. Voyant l'épée bien aiguisée, l'étranger ne bougea même pas, disant calmement qu'il n'avait qu'une seule question. Tendant la main en avant et jetant un sort, il commença à s'enquérir de ce que le chevalier savait de la mort du seigneur. N'ayant aucune immunité contre la magie, l'homme ensorcelé se figea immédiatement la bouche ouverte, obéissant à l'ordre. D'une voix inhabituellement sourde, il commença lentement à exposer toutes les informations vitales qu'il connaissait. Après quelques minutes, Glenn se tut, regardant vers l'avant avec des yeux vitreux, attendant l'ordre supplémentaire du propriétaire. D'une voix sans émotion, le sorcier n'oublia pas de demander où se trouvait désormais le corps du défunt seigneur. Il s'est avéré qu'il a été mis dans un cercueil et laissé dans ses appartements, comme l'avait ordonné l'équipe d'enquête de la famille impériale. Ayant appris tout ce dont il avait besoin, le magicien noir hocha la tête avec satisfaction et dit qu'il s'endormirait maintenant et se réveillerait dans 1 heure. Après un certain temps, Glenn ouvrit brusquement les yeux, essayant de comprendre où il se trouvait et ce qui s'était passé. Se retrouvant assis par terre sous l'une des colonnes, l'homme décida d'abord qu'il s'était simplement assoupi de fatigue. Se saisissant la tête, ressentant une légère douleur, il supposa qu'il avait beaucoup travaillé ces derniers temps. Soudain, un garde accourut vers lui en criant qu'ils avaient de gros problèmes, car le corps du seigneur avait disparu sans laisser de traces. La nouvelle était choquante car il s'agissait d'une preuve importante indiquant l'intervention d'un magicien noir. Alors que les chevaliers s'occupèrent de la disparition du seigneur, le magicien noir avait déjà réussi à se retirer dans la forêt à l'extérieur des locaux de Phil. Tenant dans ses mains l'épée qui appartenait auparavant à Oran, le sorcier tenta de se pencher sur les souvenirs de l'arme. En regardant la photo détaillée, il découvrit que le propriétaire de l'épée était mort au moment où elle fut jetée. Cela signifie que le garçon aux cheveux noirs, qui s'est débarrassé du loup et qui a disparu immédiatement après l'incident, est à blâmer. Les yeux du sorcier s'illuminèrent d'une mauvaise lumière lorsqu'il promit que le gars paierait pour ruiner les plans de leur organisation. Dès que l'aube agréable et chaleureuse arriva, Scott avait déjà atteint les portes du château ouest de Lucentia. En regardant autour de lui, il remarqua que depuis le matin, la porte était déjà assez bondée et que de nombreux invités étaient arrivés. En entrant dans la ville, le gars a remarqué que tout était calme ici. Mais cela pourrait changer si cette personne commençait à agir en premier. En soupirant profondément, il décida d'acheter d'abord du matériel afin de se préparer à toute attaque. Sortant un sac de sa poche, le garçon versa dans ses paumes 2 maigres pièces d'or, ce qui n'était clairement pas suffisant. Soudain, sa main puis son visage furent couverts d'une ombre. Levant les yeux, le garçon vit 2 silhouettes s'approcher de lui. Des bandits légèrement armés, des couteaux à la main et un sourire méchant ont décidé de savoir si le type avait de l'argent. Les gars ont essayé de persuader Scott de leur donner l'argent rapidement, car pour l'instant ils le demandaient poliment. Cependant, ils ne savaient pas encore à qui ils s'adressaient, et se sont donc figés lorsqu'ils ont entendu la question qui leur était posée de savoir s'ils avaient de l'argent. L'enfant souriant tendit joyeusement les mains en prévision d'un peu de plaisir et en même temps d'argent facile. Dans une vie souterraine antérieure, il existait une règle non écrite. Si vous étiez entouré d'une immense ombre dans une ruelle, vous reteniez immédiatement votre souffle. Un jour, un ecclésiastique s'est approché du héros et lui a dit que s'il tuait autant de personnes, son âme serait corrompue. Après tout, le jour viendra où il sera submergé par la culpabilité. Puis il demandera poliment de montrer sa miséricorde. Sans se lever, l'homme a répondu que tout irait bien pour lui, même malgré ce qui s'était passé un peu plus tôt. Après tout, il n'avait jamais tué personne auparavant, ce que le prêtre fut très surpris de voir littéralement le contraire. Souriant, Scott ajouta calmement qu'il ne s'était débarrassé que de nombreux scélérats dangereux pour la société. Et maintenant, il tenait dans ses mains un sac plein d'argent, tandis que 2 bandits gisèrent devant lui, abasourdis par sa force. Les hommes qui ont observé ce qui se passait ont déclaré sous le choc que la famille de Rufus, considérée comme la plus forte, avait perdu. Il a essayé de découvrir à quel point ces gars étaient forts, suggérant qu'ils étaient un peu à court de chevaliers. Cependant, les bandits n'allaient pas abandonner et, s'étant levés, ils se précipitèrent à nouveau à l'attaque, brandissant un couteau et une épée. Un sac marron rempli d'or a volé sur le gars qui était le plus proche du garçon à la vitesse d'un boulet de canon. Le deuxième canaille a tenté de s'arrêter brusquement, esquivant son camarade qui volait vers lui, et il y est parvenu. Cependant, il ouvrit simplement la bouche, figé par la peur, réalisant qu'il avait peut-être commis une grave erreur. Avant qu'il ait pu esquiver la deuxième attaque, il sentit le pied d'un enfant lui poser le visage, le repoussant. Avec une vitesse incroyable, l'homme s'est envolé dans la foule d'autres bandits qui n'osaient pas s'engager dans la bataille. Voyant que personne d'autre ne bougeait,
Le type s'est approché lentement d'un de ceux à qui il a lancé un sac d'argent. En se penchant, le gars a ramassé les biens qu'il avait gagnés, tandis que l'un des bandits a déclaré que son patron ne le laisserait pas ainsi. Cependant, le gars ne l'a pas écouté, décidant de compter l'or, avec un sourire malicieux sur le visage, le versant dans sa main. Lorsqu'il en eut fini avec cette affaire, il se dirigea immédiatement vers l'armurerie pour atteindre son objectif initial. Il a déjà essayé une toute nouvelle armure fabriquée à partir d'un taureau de fer qui vit dans les montagnes du sud du continent. Pendant que le vendeur louait le choix du nouveau client, le garçon essayait méticuleusement de choisir une arme décente pour lui-même. Tout en évaluant l'arme, Scott a entendu deux hommes à proximité discuter du fait qu'il ne pouvait pas se rapprocher sans regarder sa beauté de loin. Sans grand intérêt, il a demandé au joyeux vendeur si un événement majeur était prévu ici. Le propriétaire du magasin, surpris, a répondu au client que la jeune Madame Valencia allait faire le tour de sa propriété. Irina a été la première à lui montrer ce qu'était l'amour, et Chloé a été la première à lui montrer et à lui donner de l'espoir. Même si tout s'est mal terminé grâce à l'espoir, il a pu sortir indemne d'un vendeur en toute sécurité. Ils ont tous deux changé sa vie. Et si Chloé savait comment il vivait, elle penserait qu'il a suivi les souhaits de sa sœur. Cependant, lorsqu'ils se sont rencontrés dans une vie antérieure, au moment où Scott a grandi, la jeune fille a éclaté de rire. Elle s'est ensuite excusée, faisant remarquer qu'il était assez grand pour quelqu'un avec un nom aussi enfantin et drôle. Il y eut une pause gênante, pendant laquelle Chloé essaya de se racler la gorge et d'avoir l'air sérieuse et présentable. Cependant, après une seconde, elle ne pouvait plus le supporter et rit à nouveau bruyamment, ce qui provoqua une grande irritation chez l'homme. En sortant du magasin d'armes, le garçon comprit qu'elle ne se souvenait plus de lui à cause des forts changements dans son apparence. Mais comme ils se rencontreront plus tôt dans cette vie, elle s'en souviendra certainement. Et il sera alors possible de lui demander de l'aider à rencontrer l'empereur de l'épée. À ce moment-là, un gars marchait dans la rue et disait que Lucencia était l'une des plus grandes villes de la région centrale. Le fils aîné du comte Lucent, Edmond, dirigeait une tournée pour Chloé, autour de laquelle se trouvaient plusieurs gardes en armure. Il s'est ensuite vanté que Lucencia possédait le plus grand marché nocturne de la région et qu'ils étaient célèbres pour leur saumon. La fille n'écoutait pas vraiment les histoires ennuyeuses du gars, essayant de saisir le moment pour le faire taire. Incapable de le supporter, elle a sèchement déclaré qu'elle n'était pas intéressée par l'aspect commercial de la question et qu'elle aimerait visiter les bidonvilles. À son regard médusé et interrogateur, elle répondit que les habitants des bidonvilles étaient aussi leur sujet. À une telle réponse, le blond se figea avec un sourire stupide, ne trouvant aucune raison de lui refuser cette demande. Bégayant maladroitement, il accepta poliment et demanda à Chloé et à son garde de le suivre de près. Les filles se demandaient pourquoi il avait réagi de cette façon. Parce qu'il était l'héritier et avait reçu une éducation appropriée, il devrait donc connaître les disciplines de l'Empire. Elle se souvenait de la façon dont son père lui avait dit de s'occuper des gens d'en bas. Ce n'est qu'alors que leur vie deviendrait meilleure. Son père adhérait aux valeurs qui leur étaient enseignées. Et si elle le pouvait, elle aimerait changer la perception des gens sur les bidonvilles. Mais lors de sa cérémonie de passage à l'âge adulte, son fiancé a été annoncé, elle ne pourra donc bientôt plus mener sa vie habituelle. En regardant le ciel clair, la jeune fille pensait aller au temple, car ils voulèrent depuis longtemps l'emmener avec eux. Cependant, elle était sûre que son père serait probablement bouleversé, car il ne voudrait pas qu'elle soit seule pour le reste de sa vie. Soudain, Chloé entendit la voix forte d'un garde qui demanda prudemment d'où venait ce bébé. Tournant la tête, la jeune fille remarqua que les gardes saisissaient les poignets de leurs épées, regardant vers l'enfant qui avait une masse accrochée à sa ceinture. Scott, quant à lui, était de plus en plus irrité parce que ces gens refusèrent de le laisser se rapprocher de sa maîtresse. Edmond a également demandé avec intérêt ce qui n'allait pas chez lui et d'où il venait, pendant que les gardes essayèrent de le renvoyer. Le gars a alors décidé de recourir à un plan de secours, arrêtant le garde d'une main et mettant l'autre dans sa poche. Il sortit une bague en or, la leva bien haut et déclara que la dame lui avait offert cette bague personnellement. Il s'est assis sur ses genoux devant elle, lui rappelant qu'elle avait demandé à la retrouver. Et bien qu'il soit en retard, il a demandé la permission de lui montrer du respect. Pendant ce temps, Chloé regardait avec une surprise non dissimulée la bague que le garçon tenait à la main. Une seconde plus tard, elle a confirmé qu'il s'agissait bien de sa propriété, après quoi les gardes ont immédiatement baissé leurs armes. Scott s'est immédiatement incliné devant elle. Mais des doutes l'ont ensuite envahi, car elle avait offert cette bague à un enfant des bidonvilles. D'une voix sévère, elle lui demanda comment et dans quelles circonstances le jeune maître était entré en possession de cette bague. Le gars abasourdi ne pouvait pas croire que dans cette vie, il avait trop changé et maintenant il ne le reconnaîtrait plus. En entendant l'intonation de la dame,
Les gardes, tous ensemble, dégainèrent leurs épées et les portèrent à la gorge du jeune héros. Tout ce que le gars pouvait remarquer derrière le mur de chevalier enveloppé d'armure n'était que le visage menaçant et insatisfait de Chloé. Grâce aux épées qui étaient très près de sa gorge, le gars ne risquait pas de faire des mouvements inutiles. Le compagnon aux cheveux roux de Chloé le pressa de répondre d'un air menaçant, ne voulant pas passer beaucoup de temps à s'occuper d'un voleur. Il semble qu'ils se soient rencontrés trop tôt, il leur sera très difficile de croire qu'il s'agit du même enfant. Les filles ne croyaient pas à cette explication, probablement parce qu'il avait grandi trop vite et qu'elles ne l'avaient donc pas reconnu. Le type montra ses cheveux, déclarant qu'il était le seul à Phil à avoir les cheveux noirs, sinon dans tout le duché. La blonde changea d'expression, se rappelant que ce garçon était beaucoup plus petit et plus sale, et qu'il avait même du mal à parler. Pointant une main tremblante vers Scott, elle ajouta que son corps était mince et qu'il avait l'air pitoyable mais mignon. Le jeune héros sourit maladroitement, sachant très bien que la jeune fille aimait toujours les petites choses mignonnes. Et puis une idée merveilleuse lui est venue à l'esprit, c'est pourquoi il a concentré le mana dans ses mains, juste devant les gardes. La seconde suivante, une version miniature de Moonwolf, apparut dans les bras de Chloé, émerveillée par sa forme. La blonde abasourdie ouvrit lentement la bouche, et tout le monde pensa qu'elle avait peur et voulait crier de peur. En fait, elle rougit, serrant le chiot contre elle, lui demandant ce qu'une telle mignonne avait oublié. On lui a conseillé de faire attention aux esprits, mais elle a entendu dire que les esprits ne s'entendent qu'avec ceux qui ont une âme pure. Et la bête elle-même n'était pas très contente d'avoir été appelée dans de telles circonstances. Mais le gars s'est seulement détourné d'un air coupable. En examinant l'équipement du garçon, le compagnon de Chloé ne parvenait pas à croire qu'il possédait à la fois une arme de combat et un esprit. Tenant la bête mécontente dans ses mains, la jeune fille lui demanda quel était son nom, ce à quoi elle entendit le nom choisi par Scott. Il a également dit que dans la langue occidentale, son nom est Moonwolf. Chloé a fait l'éloge de ce nom, surprise de sa connaissance de la langue occidentale. Elle ne s'attendait pas à ce que le gars change autant après quelques mois, alors on aurait difficilement pu lui donner 10 ans. Il s'est souvenu de son nom, qu'il avait 13 ans, et qu'il avait commencé à grandir rapidement après avoir réveillé son mana. Et la fille s'est souvenue de son nom. Cependant, Viviane, la compagne de Chloé, a décidé qu'il était trop méfiant et a commencé à lui demander s'il avait du sang à moitié humain en lui. Elle s'excusa auprès de l'aristocrate, expliquant que son devoir était de la protéger de tout danger. Edmond est intervenu dans la conversation, déclarant qu'il considérait également le garçon comme suspect et qu'il valait mieux l'enfermer et mener une enquête. Scott ne s'attendait pas à ce que tout le monde lui fasse confiance, mais il a rappelé à la jeune fille que lorsqu'elle lui avait donné la bague, elle avait dit qu'elle l'aiderait. Tandis qu'Edmond était agacé d'être ignoré, la blonde fronça les sourcils, lui demandant comment elle pouvait l'aider. Allant droit au but, le gars lui a demandé si elle pouvait lui organiser une rencontre avec le duc Esgar von Valentius. Les gardes et Viviane prirent ces paroles avec hostilité, pointant à nouveau leurs épées dans sa direction, l'empêchant de faire des mouvements inutiles. Cependant, Scott ne bougea même pas, leur demandant s'ils pensaient vraiment qu'il pourrait lui faire du mal. Après tout, Esgard est l'un des 7 surhumains du continent et utilise l'aura. Il parle de l'empereur de l'épée. Tout le monde se figea immédiatement de surprise, écoutant l'explication du garçon qui décrivait très bien le grand guerrier. En riant, Chloé a déclaré que son père était également gêné d'entendre ce titre, car il était récemment devenu l'un des 7 grands chevaliers. Le garçon fut interloqué, se rappelant rapidement que le titre d'Esgard n'est pas encore un fait aussi connu. Il se calma soudainement lorsque Vivian lui dit que le titre était parfait pour leur duc, car c'était un grand homme. Les chevaliers n'acceptèrent pas les paroles du garçon avec hostilité, se réjouissant que la nouvelle de son succès atteigne même l'arrière-pays. Soudain, le type parut sérieux, déclarant qu'il aimerait raconter au duc ce qui est arrivé récemment à Phil. En regardant les personnes présentes, il a ajouté qu'il était personnellement présent et qu'il connaissait de nombreux détails importants. Quelques heures plus tard, Chloé était assise dans le manoir avec Moonwolf dans ses bras, demandant à Viviane si cela s'était réellement produit.